Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très honoré d'être ici et merci d'être venus aussi nombreux pour passer un vendredi soir à écouter un historien qui va en fait tout simplement essayer de répondre à une question relativement triviale, qui est finalement quelle est l'histoire de la crise environnementale dans laquelle on vit. Et une manière de commencer à répondre à cette question, c'est de repartir de cette courbe. La courbe des émissions de CO2, enfin plutôt la courbe de concentration du CO2 dans l'atmosphère depuis 2 siècles et demi. Cette courbe, c'est sans doute une des courbes les plus célèbres de l'époque actuelle, une courbe qui résume, symbolise un peu l'abîme environnemental face auquel on se trouve. Et ce qui est surprenant, c'est que cette courbe, si on l'a tous en tête, si elle motive conférences internationales, gros groupes d'experts, etc., cette courbe, curieusement, on n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire suffisamment précise qui nous permette d'incriminer telle ou telle idéologie, tel ou tel imaginaire, tel ou tel processus historique. Quel est le rôle, par exemple, des guerres dans cette courbe des émissions de CO2 ? On voit que la concentration de CO2 s'affole dans les années 1950. Quel est le rôle de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, dans cette courbe des émissions ? Quel est le rôle de l'impérialisme ? Quel est le rôle du capitalisme, etc. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une histoire un peu rigoureuse, si vous voulez, de cette courbe des émissions de CO2. Je crois que c'est très important parce que sinon, face aux problèmes environnementaux, on a recours à des grands récits, à des grands coupables. Ça va être le capitalisme en général, comme si le capitalisme avait toujours été un capitalisme fossile, un capitalisme recourant au charbon et au pétrole, ou pire encore, à la modernité, comme si depuis le XVIIe siècle, depuis la révolution scientifique, on aurait, en voulant devenir maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes, on aurait abouti à cette situation climatique. Alors, le but, si vous voulez, de cette conférence et de l'histoire que je vais vous raconter, c'est en réhistoricisant les molécules de CO2, leur redonner aussi un caractère politique. Parce que, vu que les molécules de CO2 sont toutes pareilles et qu'elles se fondent dans un grand tout qu'est l'atmosphère et que ce tout est très bien mesuré par les savants, les émissions de CO2, c'est finalement un formidable outil de compactage de l'agir humain, de tout ce que les humains font sur la Terre collectivement. C'est très bien mesuré par les savants et ça crée cette illusion d'une humanité communément responsable de la crise climatique. Ça crée cette illusion d'une sorte de match entre la Terre et l'humanité. Et une partie de la conférence, la première partie de la conférence, ça va être tout simplement de décompacter cette courbe, de proposer d'autres courbes pour essayer de réfléchir autrement aux responsabilités de la crise climatique. La deuxième partie de la conférence, je vous donne le plan, comme ça vous verrez où j'en suis, et si je traîne trop, vous pourrez me faire signe. La deuxième partie de la conférence, c'est de recourir à l'histoire des techniques, et l'histoire des techniques énergétiques en particulier, pour vous montrer que la forme de cette courbe n'était pas inexorable. Il n'y avait pas un destin naturel d'Homo sapiens à entraîner la carbonification de notre atmosphère et qu'il y a une forme de contingence très importante dans l'histoire de l'énergie et qu'il y avait des chemins technologiques possibles, des voies beaucoup plus vertueuses en termes écologiques qui n'ont pas été prises. Et si ces voies n'ont pas été prises, c'est parce qu'il y avait des intérêts puissants, des processus historiques, des formes de domination qui sont véritablement responsables de la courbe des émissions de CO2. Et puis la troisième partie, qui est un peu plus originale, c'est un peu plus historienne aussi, c'est de vous montrer qu'au tournant des 18e et 19e siècles, quand la concentration de CO2 dans l'atmosphère commence à augmenter, il y avait tout un tas de débats, de controverses sur l'effet des humains, de l'activité humaine sur le climat, et à quel point on pensait déjà la Terre comme quelque chose de relativement fragile, et qui était menacé par l'activité humaine. Et donc, une autre façon de le dire, c'est finalement, on n'est pas rentré dans l'Anthropocène, vous savez, cette nouvelle époque géologique caractérisée par le fait que l'humanité est devenue la principale force agissant sur la Terre, que l'humanité est devenue une force tellurique. On n'est pas rentré dans l'Anthropocène sans s'en rendre compte. Et finalement, le résultat un peu paradoxal, c'est que nos ancêtres ont détruit l'environnement, ont brûlé du charbon, du pétrole, ont produit des pollutions inouïes en toute connaissance de cause. Donc c'est un petit peu les 3 points dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors premièrement, décompacter la courbe des émissions de CO2. Alors il y a tout un tas de gens qui font ça, je ne suis pas du tout le seul à le faire. Par exemple, Richard Head a cherché à retracer les émissions de CO2 à des entreprises.
à des entreprises connues, en particulier des grandes entreprises minières et pétrolières. Donc ça va être British Petroleum, Exxon, Aramco, Sinopec, etc. Tous ces grands pétroliers et entreprises minières que vous connaissez. Il arrive au résultat assez frappant quand même que l'essentiel des émissions de CO2, enfin en tout cas pas loin des 2/3, passe dans seulement 90 entreprises, ce qu'il appelle les carbon majors. Alors, il faut prendre ce chiffre, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que 90 entreprises sont responsables de la crise climatique, mais ça veut dire que le carbone qui nous a mis dans la crise climatique est passé dans un nombre de tuyaux relativement réduit. Et ça, c'est important parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les émissions de CO2, ce n'est pas quelque chose qui est si diffus que ça. On a souvent opposé le problème de la couche d'ozone avec le problème du changement climatique, en disant le problème de la couche d'ozone, c'était relativement simple à résoudre parce qu'il n'y a que quelques entreprises qui produisaient des CFC, donc on les mettait autour de la table, ils se mettaient d'accord et c'était résolu. Et on dit, pour le CO2, c'est très différent parce que les émissions de CO2, c'est quelque chose auquel tout un chacun participe. C'est à la fois vrai et en même temps, c'est problématique de poser le problème comme ça, parce que de fait, des méga-gisements de pétrole et des grandes mines de charbon à ciel ouvert, il n'y en a pas des dizaines et des centaines, enfin il y en a des dizaines et quelques centaines, il n'y en a pas des milliers ou des centaines de milliers. Donc ça, c'est important parce que ça montre que si effectivement le carbone passe par quelques grandes entreprises, on pourrait tout à fait imaginer une toute autre forme de régulation que ce qui existe en ce moment. En ce moment, l'idée, c'est de réguler par l'aval. Une fois que la pollution est émise d'une certaine manière, c'est faire des quotas carbone, des crédits carbone, un système économique d'internalisation de la pollution. Ce que cette statistique montre, c'est que ce serait beaucoup plus simple, finalement, de dire on garde le carbone sous la terre et finalement, il y a quelques endroits où le carbone sort de la terre et c'est ces endroits-là qu'il faut réguler de manière très stricte. Donc ça, c'est une première manière, si vous voulez, de proposer une autre courbe que cette courbe très consensuelle des émissions globales de CO2. Une autre manière, c'est simplement d'extraire deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, les émissions de deux pays, les émissions qui viennent d'Angleterre et des États-Unis. Alors évidemment, ce n'est pas au hasard que j'ai choisi l'Angleterre et les États-Unis, c'est les deux puissances hégémoniques du 19e et du 20e siècle. Et on arrive au résultat assez frappant qu'en termes d'émissions cumulées, le Royaume-Uni et les États-Unis, ça représentait 65% des émissions cumulées entre 1750 et 1900. La révolution industrielle, si vous voulez, les 2/3 des émissions pendant la révolution industrielle, c'est un seulement de deux pays. Et c'est seulement, on est encore à 55%, je crois, en 1950, et c'est seulement à la fin des années 70 que les émissions cumulées de tous les autres pays dépassent les émissions cumulées de simplement l'Angleterre et les États-Unis. Alors, le fait que les deux puissances hégémoniques des 19e et 20e siècles soient responsables de l'essentiel des émissions, ça montre bien à quel point les émissions de CO2 renvoient à des processus de domination militaire, économique et politique. Et à vrai dire, c'est sans doute même pire que ça, et les responsabilités sont encore plus concentrées que ne le laissent, à mon avis, envisager ces graphiques, parce que l'Angleterre et les États-Unis ont projeté le capitalisme fossile sur le reste du monde. C'est très clair pour le 19e siècle et pour l'Angleterre. À la fin du 19e siècle, le Royaume-Uni possède pas loin de la moitié des investissements directs à l'étranger, la moitié des capitaux internationaux. Et quand on regarde où s'investissent tous ces capitaux, c'est premièrement dans les chemins de fer, pour 40%, et deuxièmement dans les entreprises minières. À la fin du 19e siècle, il y avait plus de 1000 compagnies minières dans le monde entier qui étaient cotées au Stock Exchange. Donc, ce n'est pas simplement que les États-Unis ou la Grande-Bretagne brûlent beaucoup de charbon et de pétrole sur leur territoire. Une fois encore, c'est qu'elles projettent, parce que, par exemple, les ingénieurs anglais ont une très grande maîtrise des technologies de la vapeur, ils projettent ce capitalisme fossile sur le reste du monde. Par exemple, les capitaux anglais ont joué un rôle très important dans le développement des chemins de fer français. Et ensuite, les capitaux français ont joué un rôle important dans le développement des chemins de fer dans tout un tas de pays, en particulier dans le sud de l'Europe, au XIXe siècle. Une troisième manière, alors là c'est un petit peu plus compliqué, c'est le moment le plus difficile à va dire de la conférence, après c'est plus concret. Une troisième manière de proposer d'autres courbes qui repolitisent ces émissions de CO2, c'est de bien souligner le fait que quand on brûle du charbon ou du pétrole, on va rester sur le cas du charbon, quand on brûle du charbon, c'est pour alimenter des machines, et ces machines, elles ont besoin de matières premières, elles traitent de la matière première. L'exemple le plus évident, c'est par exemple le cas de la révolution industrielle en Grande-Bretagne.
la révolution industrielle en Grande-Bretagne, on sait à quel point, dans ce processus de croissance économique, l'industrie textile a été très importante. C'est un des secteurs moteurs de la croissance économique en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Bon. Mais ce textile, cette industrie textile, ces métiers à tisser alimentés par les machines à vapeur, ils avaient besoin d'une matière première qui était le coton. Et donc, sans le coton produit en masse en Amérique, par des esclaves, sans le coton produit par les esclaves, la révolution industrielle aurait été tout bonnement impossible, physiquement impossible. Une autre manière de le dire, c'est que la révolution industrielle se passe autant dans les champs cotonniers américains qu'à Manchester ou à Londres ou parmi les capitalistes et les ingénieurs britanniques. Alors, si on étend cet argument, non pas simplement au coton, mais à l'ensemble des matières, voilà ce que ça donne. Vous avez devant vous la balance commerciale physique d'un certain nombre de pays. Alors, qu'est-ce que c'est que la balance commerciale physique? C'est comme la balance commerciale. Donc, vous savez, le déficit commercial, l'excédent commercial, etc., ce dont on nous parle souvent dans les journaux. En France, on a un grand déficit commercial, ça pose tout un tas de problèmes économiques. Mais au lieu de prendre le commerce, le mesurer en euros ou en dollars, en monnaie, on le mesure en tonnes de matière. Donc, on additionne tout ce que la France, par exemple, importe, on additionne tout ce qu'elle exporte et on soustrait. Et on arrive au résultat assez frappant qu'il y a un groupe de pays très différents, c'est représenté par la courbe en haut, c'est les pays capitalistes, c'est les pays occidentaux, industriels occidentaux, c'est le seul groupe de pays qui, dans les années 50 aux années 2000, au moment de ce qu'on appelle la grande accélération, au moment où les problèmes environnementaux deviennent vraiment massifs, c'est le seul groupe de pays qui est massivement déficitaire en matière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, que le bloc communiste, c'est les petits carrés ici, donc cette courbe-là, le bloc communiste, qui avait évidemment été un désastre environnemental sans nom, hein, pensez à la mer Aral, à Tchernobyl, etc. Le bloc communiste a quand même une grande différence avec le bloc capitaliste, c'est qu'il n'a pas été capable de drainer la matière à l'échelle globale pour alimenter sa propre croissance. D'où le désastre environnemental, d'une certaine manière. C'est qu'il n'a pas été capable d'externaliser les problèmes environnementaux et toute la pression en termes de ressources que nécessite sa croissance économique sur le reste du monde. Ce que les pays capitalistes ont très bien réussi à faire au XXe siècle. Alors, une autre manière de repolitiser cette courbe de CO2, c'est pas simplement de regarder ces courbes qui sont finalement très abstraites et qui ne nous permettent pas de sentir la dynamique historique, à mon avis, qui nous a vraiment mis dans la crise environnementale et climatique, c'est de recourir à l'histoire des techniques. Et de bien vous montrer à quel point la courbe de CO2 ou l'anthropocène, c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais simplifier, n'était pas inexorable. Qu'il y avait tout un tas de possibilités technologiques très prometteurs et qui n'ont pas été possibles. Alors, qu'est-ce que nous dit l'histoire des techniques et l'histoire des techniques énergétiques en particulier? Premièrement, que les grands systèmes techniques, les plus polluants, ceux qui ont émis le plus de CO2 dans l'histoire, ont été l'objet d'immenses contestations, d'immenses controverses. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, il me tient beaucoup à cœur parce que j'ai commencé à travailler là-dessus quand j'étais jeune, c'est le gaz d'éclairage. Alors ça peut paraître une technologie un peu anecdotique, mais en fait en termes d'émissions de CO2, c'est extrêmement important. Au XIXe siècle, c'est entre 5 et 10% des émissions de CO2 françaises qui viennent du gaz d'éclairage. Alors qu'est-ce que c'est que le gaz d'éclairage? C'est une technologie qui consiste, donc on part du charbon, on le chauffe très fort. On chauffe très fort du charbon avec du charbon, dans une sorte de grosse cornue. On récupère un gaz qui est stocké dans un gazomètre, c'est ce que vous avez derrière vous. Ce gazomètre va mettre le gaz sous pression dans tout un réseau de conduites à travers les villes. Et au final, ça sert à acheminer du gaz dans les habitations pour produire de la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que les contemporain de cette technologie, qui apparaît dans les années 1815, après Waterloo, après la défaite de Napoléon en France, les contemporains de cette technologie avaient une conscience très aiguë du caractère parfaitement inefficace du gaz d'éclairage, de la gabegie énergétique que cela représentait.
un chimiste qui s'appelle Nicolas Clément Desormes, qui est un grand chimiste industriel, professeur aux arts et métiers, proche de Jean-Baptiste Say, bref, qui aurait dû être fan du gaz d'éclairage, en termes simplement sociologiques, on va dire, fait un très bel argument, je trouve, contre le gaz d'éclairage, et un argument qu'on devrait toujours avoir en tête quand on nous propose une innovation. Il nous dit, imaginez que le gaz d'éclairage existe depuis des décennies ou des siècles même, et qu'un inventeur arrive avec une bougie. On dirait, c'est génial, une bougie. Une bougie, c'est portatif, ça risque pas d'exploser, parce qu'il y a tout plein de problèmes d'explosion, je pourrais revenir là-dessus, mais c'était extrêmement dangereux, le gaz d'éclairage, au départ. C'est beaucoup moins polluant, et puis en plus, c'est renouvelable. Parce que les bougies, au XIXe siècle, on les fait avec soit des huiles végétales, soit avec des suifs, à savoir des graisses animales qu'on récupérait après l'abattage des bêtes. Donc c'est une ressource tout à fait renouvelable. Et puis la bougie, contrairement au cliché qu'on dit souvent, hein, vous savez, les écologistes veulent nous faire retourner la bougie c'est un objet hyper technologique au XIXe siècle. En 1823, un chimiste qui s'appelle Chevreul révolutionne la bougie et isole la stéraïne, qui est un des composés des graisses animales, pour faire des bougies qui ne sentent pas mauvais, des bougies qui ne coulent pas, des bougies qui brûlent plus longtemps. Donc la bougie, si vous voulez, c'est une technologie très innovante au XIXe siècle. Et la bougie et la lampe à huile, de fait, ça a été la manière de s'éclairer au XIXe siècle. De la même façon que l'électricité en 1900, ça ne représente pas grand-chose par rapport aux bêtes lampes à pétrole. Cet exemple, je le trouve important parce que ça montre à quel point on se focalise souvent sur des technologies qui sont très spectaculaires, très massives, très grosses, alors que les technologies qu'on qualifie de low-tech à tort, parce qu'une fois encore, la bougie ou même la lampe à huile, c'est une technologie aussi très perfectionnée au XIXe siècle. Les lampes argan qui utilisent des mèches creuses, qui utilisent des mécanismes très compliqués pour pomper l'huile, etc., c'était vraiment des techniques très high-tech, et c'est elles qui sont importantes finalement. Donc c'est d'abord des technologies renouvelables qui ont servi à nous éclairer tout au long du XIXe et même encore au début du XXe siècle. Et donc ce gaz d'éclairage, ça a suscité une immense controverse. D'une part parce que ça semblait gâcher du charbon, et le charbon, on avait bien conscience que c'était une ressource non renouvelable, et que peut-être il était de meilleure politique de l'économiser et pas de le gâcher en lumière, et de l'utiliser pour faire de l'acier, qui est autrement plus utile pour l'industrie, la défense nationale, etc. Et puis c'était manifestement très dangereux, parce que selon certains opposants au gaz d'éclairage, si cet objet explosait, c'est Paris tout entier qui pouvait être entièrement rasé. Donc il y avait déjà une conscience très forte du risque technologique au début de la révolution industrielle. Et le gaz d'éclairage, de même que les machines à vapeur ou l'industrie chimique d'ailleurs, qui font partie des grandes technologies de la révolution industrielle, ont fait l'objet d'immenses débats, de controverses, de procès, de plaintes, de pétitions. À propos du gaz d'éclairage, il y a même des pièces de théâtre et un opéra qui sont écrits contre le gaz d'éclairage au début du XIXe siècle. Le deuxième exemple vous parlera sans doute davantage, c'est la voiture, l'automobile. On pourrait croire que l'automobile, ça a été perçu comme un instrument de liberté et que tout le monde est tombé amoureux immédiatement des automobiles. Ce n'est pas du tout le cas. Les voitures, à leur début, dans les années entre 1900 et 1920, et même 1930, c'est un luxe pour une infime partie de la population, pour les gens les plus fortunés, et c'est une nuisance pour 99% de la population. Les voitures imposent une nouvelle discipline dans la ville. Par exemple, dans les villes de la fin du XIXe siècle, on peut voir ça même d'ailleurs sur des films sur YouTube, on voit à quel point déjà les gens traversaient n'importe comment la rue, parce que tout simplement, on ne leur avait pas appris à traverser la rue en fonction des automobiles. Les enfants jouaient dans la rue. Et donc l'automobile, c'est d'abord un risque. Et son surnom, c'est l'écraseuse ou le grand Moloch, parce qu'il y avait tout plein de morts, en particulier d'enfants qui se faisaient écraser dans les villes américaines dans les années 1900. Ça, c'est un monument aux morts pour les enfants écrasés à Baltimore, qui a été érigé en 1922. Pour l'inauguration de ce bâtiment, il y a une immense procession. Il y avait eu, je crois, 400 enfants qui s'étaient fait écraser cette année-là à Baltimore. Une immense procession d'enfants qui tiennent des roses blanches pour chacun des enfants morts sur les roues d'une voiture. Donc les débuts de l'automobile, si vous voulez, c'est une histoire de sang, de fureur, de douleur, une histoire de lutte aussi. Parce qu'une fois encore, il a fallu apprendre aux piétons que la route ne leur appartenait pas, et que la route, c'était dédié à des véhicules qui roulaient à toute vitesse. Ce qui, évidemment, ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, par exemple, les commerçants étaient furieux contre les voitures parce qu'ils estimaient que les voitures allaient réduire leur chiffre d'affaires, ce qui montre bien, là, évidemment, le caractère très relatif quand on entend les commerçants se plaindre de la piétonisation de certains quartiers. Maintenant. Alors, on n'a pas de sondage sur l'automobile, sur l'acceptation de l'automobile, malheureusement, j'en ai pas trouvé.
Mais on sait que quand on lit les éditos de l'époque, les journaux, la plupart des éditorialistes estiment qu'on ne peut pas tolérer la voiture en ville. C'est une trop grande nuisance, ça pollue trop, ça sent trop mauvais, ça fait trop de bruit, c'est trop dangereux, ça va trop vite. Il y a tout un tas de bonnes raisons pour s'opposer à l'automobile. En 1911, je me souviens d'un article dans The Economist qui explique, premièrement, qu'on ne peut pas évidemment tolérer la voiture dans une aussi belle ville que Londres, et que, deuxièmement, l'automobile va à terme ralentir les déplacements, parce qu'il prévoit tout de suite que ça va créer des embouteillages comparés au tramway. Alors, si on n'a pas de sondage, on a un pays qui est la Suisse. Et la Suisse, c'est formidable parce qu'en Suisse, pour les historiens en tout cas, il y a une tradition, enfin une possibilité de faire des référendums d'initiative populaire. Si une pétition remporte un certain nombre de signatures, alors on peut, de manière officielle, poser la question dans une votation publique. Et dans le canton des Grisons, donc à l'est de la Suisse, un canton germanophone, après une série d'accidents et d'enfants qui se sont écrasés, le canton des Grisons interdit les voitures individuelles sur ses routes. C'est en 1900, donc il y a une interdiction des voitures individuelles. Et suite à cette interdiction, les autoclubs, enfin le lobby automobile, on va dire, suisse, par 10 reprises, va essayer de casser cette interdiction en organisant des référendums. Et 10 fois, entre 1900 et 1928, 10 fois les habitants du canton des Grisons vont dire non, on maintient l'interdiction de l'automobile individuelle. Et c'est pas des... Si vous voulez, ces habitants, enfin, ces Suisses, c'est pas des technophobes arriérés et irrationnels, pas du tout. Ils avaient des raisons tout à fait valables contre l'automobile. Premièrement, bon, c'est dangereux, ça pollue, je l'ai déjà dit, mais aussi ça abîme les routes. Or, le maintien des routes, c'est fait sur deniers publics, donc il va falloir augmenter les impôts pour satisfaire finalement la passion ou le désir de mobilité d'une frange fortunée de la population. Et puis aussi, ça fait la concurrence à la Compagnie nationale des chemins de fer, et comme c'est une compagnie nationale, il va falloir aussi la subventionner pour disons, compenser le trou causé par la voiture. Donc je trouve que c'est intéressant de voir à quel point l'automobile, une fois encore, qui est évidemment... Enfin, s'il y avait une technologie responsable de la courbe des émissions de CO2, c'est évidemment l'automobile. L'automobile s'est fait finalement en dépit de résistance très forte, en dépit d'opposition, d'arguments très valables. Et je trouve que ça pose une question importante. C'est de dire que si les technologies étaient vraiment introduites dans des sociétés vraiment démocratiques, c'est-à-dire s'il y avait des vrais débats contradictoires sur les technologies, pas simplement des consultations ou des focus group ou des forums participatifs et citoyens, mais des vrais débats politiques avec des votes, c'est pas du tout évident qu'on serait rentré dans l'Anthropocène, si vite en tout cas. Où l'histoire aurait été sans doute assez différente parce que peut-être que l'automobile aurait mis beaucoup plus de temps à s'imposer. Alors, qu'est-ce que nous dit une fois encore l'histoire des techniques, l'histoire énergétique à propos de ces émissions de CO2? Ça nous apprend aussi qu'il n'y avait pas d'inexorabilité à la domination absolue des énergies fossiles. Vous savez que de nos jours, le charbon, le pétrole et le gaz, les énergies fossiles, ça représente 80% du mix énergétique global. Donc de manière écrasante, malgré tout ce qu'on nous dit sur les renouvelables, on vit dans des sociétés qui dépendent étroitement de technologies du 19e siècle, le charbon, le pétrole, 20e siècle, le gaz naturel. Et ce qui est frappant, c'est de voir, enfin, ce que les historiens montrent bien depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est de voir à quel point les énergies renouvelables ont eu un rôle beaucoup plus important que ce qu'on croyait auparavant. Si vous voulez, il y avait toute une tradition historiographique qui insistait sur la centralité du charbon au XIXe siècle dans la révolution industrielle, et maintenant on se rend compte que ce n'est pas du tout ça l'histoire. Que les énergies renouvelables, l'énergie hydraulique en premier lieu, mais aussi l'énergie musculaire, l'énergie du vent, l'énergie solaire, je vais vous le montrer, ont eu un rôle très important, très loin dans le 19e et même au début du 20e siècle. Je voudrais vous montrer cette image que je trouve assez frappante. C'est en 1908 le plus haut gratte-ciel de New York, le Singer Building, de la compagnie Singer, la fameuse Singer, la fameuse compagnie qui fabrique des machines à coudre. La compagnie Singer, qui est fondée par un capitaliste qui s'appelle Frederick Gilbert Bourne, c'est
une compagnie extrêmement innovante. Déjà, son produit est très innovant. Hein. La machine à coudre, c'est quelque chose d'high-tech, une fois encore, dans les années 1850. C'est un des produits qui a été, disons, un des premiers produits où on a une fabrication en masse. C'est des centaines de milliers de machines à coudre qui sont produites chaque année dans les usines de Singer. Et la compagnie Singer, c'est aussi une des premières compagnies à organiser le marketing de manière aussi efficace. C'est-à-dire qu'il y a plus de représentants de commerce qui travaillent pour Singer pour vendre des machines à coudre que d'ouvriers qui fabriquent les machines à coudre. Donc c'est, si vous voulez, une technologie qui est à la pointe du capitalisme au XIXe siècle, qui est très innovante dans l'histoire du capitalisme. Et de manière intéressante, ce que Singer vend, c'est une machine qui fonctionne à l'énergie musculaire, qui fonctionne avec une pédale. Et on pourrait tout à fait re-raconter la deuxième moitié du XIXe siècle, non pas à partir du charbon qui commence à devenir assez important dans les mix énergétiques, et certainement pas à partir de l'électricité qui représente absolument rien dans l'histoire de l'énergie à la fin du XIXe siècle, mais on pourrait faire une histoire de l'énergie qui est fondée sur l'histoire de la pédale. La pédale, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est, une fois encore, une technologie très innovante. Par exemple, le vélo tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a, apparaît dans les années 1880. Bon. Et c'est à ce moment-là que vont se développer des systèmes de pédaliers, des systèmes de roulement à billes, des dispositifs techniques qui sont hyper importants d'ailleurs dans tout un tas d'autres activités industrielles et qui, une fois encore, reposent sur de l'énergie musculaire. Mais cet argument sur l'énergie musculaire est beaucoup plus général. Des historiens, un collègue qui s'appelle François Jarige, montre très bien à quel point les chevaux, les manèges à chevaux, ça a été une force essentielle pour l'industrialisation française, beaucoup plus importante que la machine à vapeur jusqu'à tard dans le XIXe siècle. Alors, au-delà de l'énergie musculaire, un autre exemple important, c'est l'énergie éolienne. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, il y a plus de 6 millions d'éoliennes qui servent à pomper de l'eau et qui vont servir à irriguer le Midwest américain. Donc, excusez-moi, dans le Midwest américain, 6 millions d'éoliennes qui servent à abreuver les bêtes et à irriguer les champs. Et ces 6 millions d'éoliennes ont eu le rôle historique absolument majeur de mettre en culture l'un des espaces agricoles les plus productifs à cette époque. Une véritable transformation du marché des céréales au niveau mondial. Ce que je veux bien vous faire sentir, c'est à quel point finalement l'analyse historique dissout des préjugés sur les techniques soi-disant indispensables à la croissance économique. Assez récemment, il y a un livre de Andreas Malm, un historien suédois, qui a étudié le cas de la machine à vapeur en Angleterre dans les années 1830. Pour imaginer que la machine à vapeur, c'est vraiment indispensable à l'industrialisation britannique. Et en fait, ce qui montre bien, c'est que les Anglais auraient pu continuer à s'industrialiser avec l'énergie hydraulique. Et d'ailleurs, d'autres pays ont continué à s'industrialiser à partir de l'énergie hydraulique, les États-Unis et la France, par exemple. Et ce que Andreas Malm décrit, c'est que finalement, le problème de l'énergie hydraulique pour les industriels britanniques, c'est que ça nécessitait d'agir collectivement, de s'organiser collectivement. Il fallait investir collectivement pour construire des barrages. Il fallait aussi s'organiser collectivement pour savoir qui aurait le droit à telle quantité d'eau, à telle puissance motrice, etc. Et c'est typiquement ce que les industriels britanniques ne voulaient plus faire. Ils voulaient avoir une solution individualiste au problème énergétique. Ils voulaient disposer de l'énergie comme d'un stock, comme de quelque chose qu'on peut mobiliser à l'instant T, dans la quantité qu'on veut, pour répondre aux fluctuations de la demande, pour répondre aux fluctuations d'un marché concurrentiel. Donc ils préfèrent utiliser une technologie, la machine à vapeur et donc le charbon, qui coûte plus cher, parce que le charbon, ça coûte cher, alors que l'énergie hydraulique, une fois qu'on a construit le moulin, c'est gratuit. Une technologie beaucoup plus dangereuse, parce que les machines à vapeur avaient tendance à exploser, et une technologie très polluante. La deuxième raison pour laquelle ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir leur énergie, c'est que pour continuer à s'industrialiser avec l'énergie hydraulique, il fallait s'industrialiser à la campagne, le long des rivières. Il fallait amener les travailleurs là où il y avait de l'énergie, le long des rivières. Et le problème de ça, c'est que ça les mettait en situation de vulnérabilité en cas de grève. Parce que si vous construisez une ville mono-industrielle, loin de tout, mais près d'une rivière, si vos ouvriers se mettent en grève, vous n'avez aucun moyen de les remplacer. Et la machine à vapeur, c'était perçu par les industriels britanniques, avec raison, hein, comme la manière de localiser la production où on voulait et de
en particulier localiser la production là où il y avait des prolétaires en masse, à savoir dans les grandes villes industrielles qui sont en train de croître à vitesse exponentielle en Angleterre dans les années 1850. C'était une manière finalement de se garantir du fait que si vos ouvriers font grève, vous pouvez trouver d'autres ouvriers pour travailler dans vos usines. Mais là, une fois encore, vous voyez que ce n'est pas une sorte de rationalité technique immanente à la machine à vapeur et au charbon qui a imposé son usage. C'est lié à l'histoire du capitalisme britannique dans les années 1830. C'est lié à l'histoire sociale de l'Angleterre dans les années 1830, sachant que ces années-là sont marquées par une très forte conflictualité sociale. Il y a tout un tas de grèves, c'est quasiment une période pré-révolutionnaire que l'Angleterre affronte à ce moment-là. Dernier exemple que je voulais vous prendre de ces voies technologiques très prometteuses et malheureusement non advenues, c'est le cas du solaire. La maison solaire, c'était un des grands projets architecturaux entre les années 1930 et 1950 aux États-Unis. En 1932 est breveté le double vitrage. Au début, la maison solaire, c'est aussi à ce moment-là que s'élaborent, si vous voulez, les principes de base de la maison qu'on appellerait passive. Par exemple, construire un porche ici pour se protéger des rayons d'aplomb l'été et par contre bénéficier du soleil rasant en hiver. C'est au départ des maisons assez luxueuses pour riches Américains qui veulent s'éloigner des villes. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain investit dans le développement des techniques de la maison passive pour économiser le pétrole, pour pouvoir envoyer plus de carburant au front. Ces techniques solaires, ça peut être des trucs high-tech, et il y a des choses très high-tech qui sont faites par des ingénieurs au MIT pour développer des maisons solaires. Ça peut être aussi des choses très low-tech, et c'est ça qui est le plus important en termes quantitatifs, c'est par exemple les chauffe-eau solaires. Un chauffe-eau solaire, c'est vraiment une technologie très très simple. Ça consiste à prendre des tuyaux noirs, à les mettre sur un toit ou un gros réservoir peint en noir qui emmagasine la chaleur du soleil. Ça permet de prendre des douches gratuitement. Et on sait que dans les années 1950, en tout cas à la fin des années 40, en Californie et en Floride, dans les États les plus ensoleillés des États-Unis, la plupart des maisons sont équipées de chauffe-eau solaire. 80% des maisons sont équipées de chauffe-eau solaire dans les années 50. Alors, une fois que je vous montre à quel point il y avait des voies technologiques qui reposaient sur des énergies non fossiles jusqu'à tard, là on parle des années 1950, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc l'histoire aurait pu se passer tout autrement, mais que finalement, c'est bien les fossiles qui ont dominé. Donc ce qu'il faut raconter maintenant, c'est une histoire de domination des énergies fossiles. Et disons qu'en montrant la contingence de ce choix, ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux politiques du recours aux fossiles. Alors en ce qui concerne la maison solaire aux États-Unis, il y a un historien qui s'appelle Adam Rome qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et il montre l'importance de ce personnage qui s'appelle Daniel Levitt, qui est un très grand promoteur immobilier après la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est fixé pour mission de résoudre le problème de la crise du logement aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a une très forte croissance aux États-Unis, donc il y a une vraie crise du logement, le retour des GIs, le baby-boom, etc. Et donc il y a un déficit de construction. Et ce qu'il propose, c'est d'appliquer finalement à la construction des maisons les bons vieux principes tayloriens qui ont si bien marché dans la construction automobile. D'appliquer ce que Taylor et Henry Ford ont fait dans leurs usines pour le bâtiment. Il se dit finalement c'est assez bizarre que la construction des bâtiments ça reste quelque chose d'assez artisanal. C'est quelques ouvriers qui montent la maison des fondations au toit. Et ce qu'il propose c'est de simplifier au maximum les tâches, d'utiliser du préfabriqué pour pouvoir construire en masse des maisons. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça, ces banlieues américaines qui s'étendent à perte de vue. Et ça donne aussi des véritables cages à lapins. Parce que son but, c'est de rendre la maison de banlieue accessible aux classes populaires américaines. Il faut que ça coûte moins cher d'acheter une maison en prenant un crédit que de louer un appartement en ville. Pour faire ça, il faut supprimer tout ce qui coûte un petit peu d'argent. Par exemple, le Porsche dont je vous avais parlé au début, vous voyez qu'il n'y en a plus dans cette maison, on va plus faire de vide sanitaire. Et le résultat, c'est que ça donne des maisons très mal isolées, où on crève de chaud en été. Et donc, dès les années 50, les Américains commencent à s'équiper de climatiseurs, parce que leurs maisons sont tout simplement invivables en cas de forte chaleur.
Alors le problème d'un climatiseur, c'est que ça produit un pic de demande d'électricité en été. Et pour les fournisseurs d'électricité, les grandes entreprises, General Electric, Intel, qui produisent de l'électricité, le pic, c'est vraiment quelque chose de très désagréable parce que ça oblige à surdimensionner leur capacité productive pour répondre au pic. Et il y a plein de capital qui n'est pas utilisé dans l'essentiel du temps. Et donc, les industriels de l'électricité vont encourager l'équipement électrique en général. Et par exemple, ils vont vendre des maisons qui sont équipées de tous les gadgets électriques possibles d'entrée de jeu. Ils vont aussi promouvoir le chauffage électrique pour pouvoir lisser le pic. Comme ça, il y aura autant d'électricité qui sera consommée en hiver qu'en été. Et vous savez que le chauffage électrique, c'est une aberration thermodynamique parce que vous avez de la chaleur, vous la transformez en électricité, vous transportez cette électricité sur des lignes électriques et après vous retransformez cette électricité en chaleur. Et à chaque fois qu'il y a de la perte dans toutes ces transformations et dans tout ce transport d'énergie. Et donc on arrive à la situation thermodynamiquement, c'est assez horrible comme mot, mais en tout cas à la situation absurde technologique du chauffage électrique dans un pays qui est richement pourvu en gaz naturel, en bois, en pétrole et en charbon. Je trouve que cet exemple est parlant parce que ça montre bien que le monde technique dans lequel on vit, ce n'est pas du tout le meilleur monde technique possible. Même sur le strict plan technologique, il y a plein de choses parfaitement irrationnelles qui s'imposent pour des raisons, on va dire, strictement intéressées, personnelles, et qui sont liées à des effets de domination. Sachant que dans les années 60, il y a eu un procès contre les grands électriciens parce qu'ils abusaient de leur situation dominante. Par exemple, ils imposaient aux promoteurs immobiliers de ne proposer que l'énergie électrique, de ne pas proposer de gaz, par exemple. Comme ça leur assurait un plus gros marché. Donc il y avait clairement des effets de bras de fer économique dans ce processus-là. L'autre exemple, c'est l'automobile, j'en ai déjà un petit peu parlé, et la tragédie des tramways. La fin des tramways aux États-Unis. L'automobile, et la maison de banlieue d'ailleurs, les deux vont évidemment ensemble, c'était conçu par les élites américaines conservatrices des années 1920, par Herbert Hoover en particulier, qui est président des États-Unis à cette époque, comme une technologie politique extrêmement importante. Pourquoi ? Bon, premièrement, parce que l'automobile, ça a été un facteur important dans le développement du crédit à la consommation. Avant l'automobile, le crédit à la consommation, c'était quelque chose d'assez mineur, ce n'était pas très important. Et ce sont les grandes entreprises automobiles, General Motors, Ford, qui vont vraiment qui ont lancé le crédit à la consommation. Et ça, c'est très important dans le contexte des années 1920. C'est un moment, avant la crise de 29, où les ouvriers sont en position de force dans les négociations salariales, parce qu'il y a une forte croissance économique, les ouvriers qualifiés de l'automobile en particulier, ce qui fait qu'il y a un très fort turnover dans les usines. On sait que Henry Ford, vous savez, Henry Ford, il est très connu pour avoir augmenté le salaire de ses ouvriers. Il passe à 5 $ par jour, alors que le salaire normal, c'était plutôt 2 ou 3 $. Donc c'est une augmentation considérable. Alors, on dit toujours qu'il fait ça pour que ses ouvriers puissent acheter ses propres voitures. C'est vrai en partie, mais c'est surtout parce que en fait, les ouvriers renâclaient à travailler dans des usines où on travaillait à la chaîne. Ils considéraient que c'était abrutissant. Et donc, Henry Ford avait beaucoup de mal à recruter des ouvriers. Il y avait un très fort turnover dans ces usines. Une fois qu'on vend une voiture à travers un crédit à la consommation, ça oblige à une forme de discipline. Parce que si vous devez payer chaque semaine des traites importantes pour votre automobile, ben vous allez au travail tous les jours de la semaine. Vous ne pouvez pas changer comme ça d'employeur. C'est une manière de fidéliser, de discipliner les travailleurs. Donc l'automobile a déjà eu cette fonction de discipline sociale par le consumérisme, si vous voulez. Et la deuxième fonction de l'automobile et de la maison de banlieue, qui est très bien décrite par Herbert Hoover, c'est de disons, faire des Américains des propriétaires de leur maison. Et Herbert Hoover explique très bien qu'une fois qu'on est propriétaire de sa maison, c'est un accomplissement individuel et ça change complètement vos affects politiques. Vous n'avez pas le même comportement politique si vous vivez dans des villes ouvrières, mixtes, éthiquement et socialement en centre-ville aux États-Unis, ou si vous avez votre pavillon de banlieue. Et la voiture et la maison de banlieue est perçue comme un rempart génial contre le communisme qui est perçu comme une vraie menace pour les Américains des années 1920. Alors le tramway dans tout ça. Parce qu'il faut bien voir que l'automobile, ça s'impose contre une autre technologie de mobilité qui n'était pas les chevaux,
parce que les chevaux, déjà dans les années 20, on les utilisait encore. Hein. Vous avez évidemment quelques exemples là, mais c'était plus ça, disons, le mode général de transport journalier et quotidien pour les individus. Ça pouvait encore avoir un rôle pour le transport des marchandises. Mais la technologie majeure, c'était les tramways électriques. Technologie efficace, relativement peu polluante, en tout cas pour les villes, pour le lieu de production d'électricité, c'est un peu différent. Et c'est une technologie qui s'est effondrée. Alors, l'histoire de la tragédie des tramways, elle est intéressante, je trouve, pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, ce que ça montre bien, c'est l'importance de la trajectoire historique. Les compagnies de tramway, qui se développent dans les années 1880, passent des contrats de concession avec les municipalités qui les obligent à entretenir les routes. C'est les compagnies de tramway qui, aux États-Unis, sont en charge de la maintenance des routes. Et ça coûte très très cher. Et ça coûte d'autant plus cher que quand l'automobile arrive, parce que l'automobile endommage la voirie. Et donc, de manière assez curieuse, le transport collectif subventionne le transport individuel aux États-Unis dans les années 1920. Ce qui fait que dès la fin des années 20, les compagnies de tramway sont toutes déficitaires. Elles dépensent tellement d'argent dans la maintenance des routes, on les a obligées à des normes de sécurité importantes. Il faut par exemple qu'il y ait 2 employés de la compagnie de tramway dans chaque rame pour des raisons de sécurité. Toutes choses auxquelles les bus qui commencent à se développer, les bus à essence ou les taxis qui se développent, ne sont pas soumises. Le deuxième acte de la tragédie des tramways, c'est une loi antitrust qui est passée en 1935, le Wheeler and Rayburn Act. Et cette loi antitrust, elle oblige les grands conglomérats électriques à céder leur compagnie de tramway pour des raisons donc, de lutte contre les monopoles. Et le résultat de ça, c'est que des centaines de compagnies de tramway à travers les États-Unis vont soudainement être mises en vente. Et ces centaines de compagnies de tramway ne sont pas rentables individuellement. Elles peuvent avoir un sens économique dans un grand conglomérat électrique, pour lycée l'EPIC, ce dont je vous ai déjà parlé, mais individuellement, elles sont toutes déficitaires. Ce qui fait qu'elles vont être rachetées en masse par un groupe de 3 industriels, General Motors, Firestone et Standard Oil. Donc vous imaginez bien que pour les industriels de la voiture, du pneu et de l'essence, le cœur de leur business model, c'est pas de faire du transport collectif électrique. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ils vont arrêter d'investir dans les tramways, ils vont fermer les lignes, ils vont les laisser en décrépitude, tomber en décrépitude, ou ils vont les remplacer par des bus à essence. Et donc là, on a encore un exemple, à mon avis, de voie technologique qui était très prometteuse, d'ailleurs à laquelle on essaye maintenant laborieusement de revenir de nos jours, hein, qui a été abandonnée pour sans doute, mauvaises raisons. Alors, si on généralise cet argument et qu'on a un regard très politique sur l'histoire de l'énergie, on peut expliquer autrement aussi la pétrolisation des économies occidentales. Qu'est-ce que j'entends par là? Le pétrole, en 1900, c'est quelques pourcents du mix énergétique global. C'est quasiment infime. En 1970, c'est 70% de l'énergie au niveau global. Donc le pétrole, c'est, disons, une énorme injection d'énergie dans le système économique mondial. Or, ça c'est bizarre, à quantité d'énergie équivalente, le pétrole coûte beaucoup plus cher que le charbon. Avec $1, vous avez beaucoup plus d'énergie, de joules, de calories, en achetant du charbon que du pétrole. De nos jours, encore maintenant d'ailleurs. Alors comment expliquer cette augmentation massive du pétrole au XXe siècle alors que c'est une énergie qui coûte cher? Comment expliquer que l'Europe, par exemple, recourt aussi massivement au pétrole alors que l'Europe n'a pas de pétrole et que ça la met dans une situation de dépendance très forte vis-à-vis du Moyen-Orient? Tim Mitchell, un historien britannique, a proposé une histoire intéressante, je trouve, de ce processus-là. Il part du constat suivant. À la fin du XIXe siècle, les pays riches, les pays industriels vivent dans l'angoisse de la grève des mineurs. Le charbon, c'est une matière pondéreuse. Il faut l'extraire morceau par morceau des mines. Il faut charger ce charbon dans des convois, dans des chemins de fer. Il faut le décharger. Il faut le charger de nouveau dans des fourneaux. Il faut nettoyer ces fourneaux. Il faut surveiller ces fourneaux et ces machines à vapeur. C'est une technologie où, à chaque moment, disons, de la chaîne technologique, vous avez de la main-d'œuvre et des ouvriers. Et donc, à la fin du XIXe siècle, quand les économies des pays industriels dépendent massivement du charbon, finalement, les mineurs détiennent dans leurs mains l'approvisionnement énergétique de toute la société. Si les mineurs font grève, c'est l'économie qui s'arrête, et c'est ce que montre cette
cette gravure qui a été publiée dans une revue anglaise à la fin du XIXe siècle. Ça montre le passage d'une société brillante et animée à quelque chose de sombre et terne et déprimé en cas de grève des mineurs. Le pétrole, ça a été une manière de contourner ce pouvoir des syndicats de mineurs. À la fin du XIXe siècle, grâce à ce pouvoir que détiennent les mineurs, il y a des grandes avancées démocratiques et sociales. Pensez aux lois sur le suffrage universel masculin, aux lois d'assurance sociale, à la journée de travail de 8 heures. Il y a des avancées démocratiques, sociales majeures à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qui sont liées à des grandes vagues de grève qui marchent parce que les mineurs, les cheminots aussi, ont du pouvoir sur le monde économique, si vous voulez. Il y avait eu déjà des manifestations, des grèves terribles dans les années 1830, etc., mais la répression avait marché. La troupe avait réussi à remettre de l'ordre dans tout ça, tout simplement parce que les travailleurs n'avaient pas le moyen de pression qu'ils avaient sur le monde technique et économique. Une fois qu'on comprend l'affinité entre charbon et pouvoir des travailleurs, on comprend évidemment le sens politique du pétrole. Et là, dans ce graphique-là, vous avez le nombre de grévistes, d'ouvriers en grève par milliers d'employés dans deux secteurs, dans le secteur du charbon en haut et dans le secteur du pétrole en bas. Dans le pétrole, ça ne se voit quasiment pas parce qu'il y a très très peu de grèves en fait. Extrêmement peu de grèves dans le secteur pétrolier. Pourquoi? Parce que le pétrole, bon déjà, souvent ça s'extrait dans des pays lointains où il n'y a pas forcément d'organisation syndicale et des démocraties qui permettent l'expression de mouvements syndicaux forts. Deuxièmement, c'est une technologie qui nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre. Et enfin, c'est aussi une technologie qui se fait en surface, donc c'est beaucoup plus facile de contrôler. Alors que ce qui se passe sous les mines, sous la terre, quand les mineurs extraient le charbon, c'est très difficile à contrôler. Donc, si vous voulez, la mine était un lieu très propice à l'affirmation d'un pouvoir syndical. Un événement historique qui confirme, à mon avis, la théorie de Tim Mitchell, c'est le plan Marshall. Vous savez, ce grand plan d'investissement qui relance l'économie de l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale, financé par les États-Unis. L'essentiel de l'argent du plan Marshall a servi à acheter du pétrole, subventionné donc, du pétrole américain en Europe. Ça a servi à s'équiper de raffineries, ça a servi à s'équiper de moteurs fonctionnant au mazout et pas des machines à vapeur, etc. Donc le plan Marshall, ça a assuré le basculement énergétique du charbon vers le pétrole dans l'Europe de l'Ouest. Et c'est un moment où, évidemment, on est en pleine guerre froide. Il y a une très forte inquiétude sur le fait que le Parti communiste, par exemple en France, mais ça vaut aussi pour l'Italie, remporte la mise. En 1947, quand le plan Marshall commence à arriver, la situation politique est extrêmement tendue. Il y a des grandes grèves dans le nord de la France. Et donc le pétrole a servi, si vous voulez, à arrimer l'Europe occidentale dans le bloc américain et à contenir le communisme. Le dernier exemple que je vais vous donner à propos de ce lien très étroit entre carbone et politique, c'est le cas de la guerre. Je pense que les militaires, la préparation à la guerre, a joué un rôle fondamental dans la crise climatique. Je vais vous donner quelques exemples, mais il faut bien avoir en tête qu'il y a quelque chose, une relation intrinsèque entre la consommation énergétique et le fait militaire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes militaire, l'enjeu, c'est de tuer et de ne pas être tué. Et dans ce genre de contexte, l'efficacité énergétique, c'est quelque peu secondaire. Ce que vous voulez, c'est être très puissant et être pas forcément efficace en termes énergétiques. D'où l'exubérance énergétique de certaines technologies militaires. Un F-16 de l'armée américaine ou un Rafale français, ça consomme 6000 litres de kérosène par heure. Donc plus d'essence qu'une voiture avec un usage normal de la voiture, en une heure. Et donc on a tout un tas d'exemples de technologies issues de la guerre qui ont joué un rôle extrêmement important dans la consommation énergétique et dans l'Anthropocène. Premier exemple, la production des engrais chimiques, des engrais azotés chimiques. C'est très connu, je vais aller assez vite, mais pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands sont coupés d'approvisionnement de nitrates qui venaient du Pérou et de Chili, parce qu'il y a un blocus exercé par la marine britannique. Et donc, ils vont, grâce à un chimiste allemand qui s'appelle Karl Bosch,
Fritz Haber et Karl Bosch, ensemble, vont produire en masse de l'azote, du nitrate, pour produire des explosifs. Mais cet azote de synthèse permet ensuite de faire des engrais. Et donc pendant toute l'entre-deux-guerres, vous avez des subventions publiques massives pour l'industrie des engrais, qui ont en fait comme fonction essentielle de garantir la production d'explosifs en cas de conflit militaire, et donc des encouragements pour les agriculteurs à utiliser ces engrais chimiques. Il faut savoir que ce procédé Haber-Bosch, c'est sans doute, avec l'automobile, une des pièces cruciales, disons, de la crise environnementale contemporaine, parce que ça a relié très étroitement l'agriculture avec la consommation d'énergie. Ça fait que quand on mange maintenant, en fait, on consomme du pétrole, du charbon, en tout cas on consomme énormément d'énergie, parce que les engrais qui servent à fertiliser les terres viennent de ce procédé-là qui est extrêmement énergivore. Pour produire de l'ammoniac, c'est un procédé d'hydrogénation de l'azote de l'air. Ça se fait à des conditions de température et de pression extrêmes, et donc c'est extrêmement énergivore. Un autre exemple connu, c'est les autoroutes. Une technologie qui apparaît sous l'Allemagne nazie et qui a pour fonction de permettre à la Wehrmacht de résoudre le dilemme stratégique allemand, à savoir le fait que l'Allemagne est vulnérable s'il y a une attaque coordonnée sur les fronts de l'Est et des fronts de l'Ouest. Et donc la construction des autoroutes, qui est un des grands projets de l'Allemagne nazie dans les années 30, ça devait permettre à la Wehrmacht d'aller attaquer la Pologne et ensuite de revenir contre-attaquer si les Français et les Anglais se décidaient à envahir l'Allemagne. Ces autoroutes allemandes ont fortement impressionné Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées en Europe. Et quand Eisenhower devient président des États-Unis, l'une des plus grandes lois qu'il fait passer sous son mandat, c'est une loi qui s'appelle National Interstate Defense Act, une loi nationale sur des routes interétatiques de défense. Donc il y a un lien étroit entre la défense et ces constructions d'autoroutes entre les États américains. Cette construction d'autoroutes, à partir de cette loi de 1955, c'est un des plus grands projets d'ingénierie civile du XXe siècle. Ça représente 70 milliards d'investissements publics, et 70 milliards en 1950, c'est énorme. Par exemple, le projet Manhattan, c'était seulement 2 milliards. Donc c'est 35 fois plus important que le développement de la bombe atomique. Le plan Marshall, c'était 17 milliards. Donc vraiment, on parle de sommes absolument faramineuses. Et donc le Congrès américain était réticent à dépenser autant d'argent pour subventionner l'automobile. Et c'est la guerre froide et la nécessité de la défense nationale qui va permettre de faire passer la pilule, parce que l'argument d'Eisenhower, qui est aussi inspiré d'ailleurs de son expérience pendant la Seconde Guerre mondiale et en Allemagne, c'est de dire il faut déconcentrer la population, mais surtout l'industrie américaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut rendre l'industrie américaine beaucoup plus résiliente en cas d'attaque nucléaire russe. Eisenhower et les Américains en général avaient très bien étudié la manière dont les Allemands avaient réagi face au bombardement systématique de l'US Air Force et des Anglais. Et sous l'égide de Albert Speer, les Allemands avaient décidé de déconcentrer la production industrielle, de répartir par exemple la production d'acide sulfurique, de roulements à billes, des choses vraiment importantes pour l'armée allemande, de le répartir sur l'ensemble du territoire allemand. Et donc ce que Eisenhower veut faire, mais ce coup-ci à l'échelle d'un continent, à l'échelle des États-Unis, c'est déconcentrer la production industrielle pour la rendre plus résiliente en cas d'attaque nucléaire. Et c'est ce que montre ce graphique. En gros, ça montre où est concentrée la production d'acier et comment ça peut être détruit par quelques ogives nucléaires tirées par les Russes. Donc ça, je trouve que c'est important parce que l'extension des banlieues, donc ça répond à des logiques politiques profondes. J'en ai déjà parlé, l'idée de faire des Américains des propriétaires immobiliers. Puis ça répond aussi à des logiques propres à la guerre froide. Et cet immense développement des autoroutes aux États-Unis dans les années 50, c'est ça qui a permis aussi l'extension sans fin des banlieues, qui a permis, à travers des grandes rocades autour des villes, de répartir, d'envoyer des usines loin, etc., etc. Donc, si vous voulez, le monde qui nous a mis dans l'Anthropocène, donc ce monde de l'automobile et de l'extension urbaine, est aussi lié à des choix militaires.
Dernier argument de cette conférence, c'était de vous dire finalement que la courbe des émissions de CO2, ou plutôt, disons, le changement climatique, ça ne s'est pas fait dans une sorte d'inconscience et d'ignorance joyeuse. On n'est pas rentré dans l'Anthropocène sans s'en rendre compte. On n'a pas détruit l'environnement dans une sorte de frénésie moderniste, et ce n'est pas seulement depuis les années 70 ou tout récemment qu'on se dirait « mince, on a peut-être fait une erreur ». L'histoire de la destruction des environnements, en fait, c'est une histoire qui s'est faite de manière tout à fait consciente et en ayant bien, disons, en tête la gravité des conséquences de ce que l'on faisait sur l'environnement. Et le cas du climat marche très bien et est tout à fait parlant. Pour comprendre ça, il faut se resituer dans un cadre mental qui est celui archi-dominant au XVIIIe et encore au XIXe siècle, qu'on appelle la théologie naturelle. Alors qu'est-ce que c'est la théologie naturelle? C'est l'idée de dire qu'en étudiant les lois de la création, on étudie en fait les lois divines. Que la nature est une création divine et que la Terre, c'est aussi une création. Donc c'est une sorte de mécanique parfaite qui a été inventée et réalisée par un être infiniment supérieur. Et donc dans cette vision des choses, on a l'idée de la Terre comme un système qui est équilibré par des flux de matière. Les flux de matière qui sont déjà compris à l'échelle globale. Là, vous avez une très belle gravure qui est tirée d'un traité de théologie naturelle de Thomas Burnet qui date de 1684, donc c'est quand même très ancien, et qui est une illustration du flux global de l'eau tel qu'il était perçu par les penseurs de l'époque. Et donc ce que Burnet explique, c'est que l'eau s'évapore des zones tropicales chaudes et puis se condense sur les zones tempérées. Et c'est ça qui assure finalement la fertilité de l'Europe et des zones tempérées. C'est donc des flux de matière considérables qui circulent à l'échelle du globe, qui assurent l'habitabilité différentielle, qui assurent la fertilité ou le caractère plaisant de certains climats. Dans ce cadre mental-là, l'arbre, au XVIIIe siècle, est amené à jouer un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans les années 1720, il y a des chimistes, en particulier un chimiste anglais qui s'appelle Stephen Hales, en France ça va être Duhamel du Monceau, qui vont s'intéresser à la physiologie des plantes et au fait que les plantes entretiennent des échanges avec l'atmosphère, en particulier des échanges d'eau. C'est ce qu'on appelle maintenant l'évapotranspiration. Donc on a une perception très claire que les arbres jouent un rôle important dans ce grand cycle global de l'eau qui assure la fertilité, les pluies et la fertilité de la terre. Alors, à partir du moment où on pense que les forêts jouent un rôle climatique important, il y a deux attitudes. La première attitude, qui va être dominante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est une attitude de maîtrise. Pendant longtemps, on a pensé qu'en coupant les forêts, on améliorait le climat. Et c'est surtout les impérialistes français et britanniques, mais aussi espagnols d'ailleurs dès le XVIe siècle, qui insistent sur ce point-là, c'est qu'en coupant les forêts en Amérique, on va améliorer le climat américain. Ça part du constat qu'à la même latitude, le climat est horriblement froid en Amérique du Nord et tout à fait agréable en Europe. Que Bordeaux et New York, c'est à la même latitude et pourtant le climat n'y a absolument rien à voir. Et donc il y a cette idée que les Européens, en arrivant en Amérique, vont déboiser, défricher, drainer les marécages, etc. et vont rendre le climat, normaliser le climat, si vous voulez, le rabattre sur un modèle européen. Ça fera que le Canada sera vraiment une nouvelle France. C'est vraiment très important au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle parce que l'enjeu, c'est est-ce que ça vaut le coup vraiment de coloniser le Canada? Il fait quand même horriblement froid. Les premières expéditions échouent lamentablement parce qu'ils ont trop froid en hiver, ils meurent tous de froid. Et donc, il faut justifier ces expéditions coloniales. Puis un argument aussi théologique, c'est de dire si à l'arrivée des Européens, le climat s'améliore, ça veut dire que la colonisation est sanctifiée par Dieu. Et donc c'est justifié, et donc c'est une sorte de prise de possession légale d'un territoire qui avait été laissé à l'abandon par les sauvages qui les habitaient. Donc ça s'inscrit vraiment dans des grands débats, dans des débats profonds sur la légitimité de la conquête, etc. À tel point que le roi, on a étudié ça avec un collègue qui s'appelle Fabien Locher, le roi d'Angleterre, Charles II, auditionne le gouverneur John Winthrop, le gouverneur de Nouvelle-Angleterre, et lui pose tout plein de questions sur le changement climatique. Donc c'est vraiment des enjeux importants en termes de théologie naturelle, de souveraineté, etc.
Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, cet optimisme va être battu en brèche. Pourquoi? Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est un moment de point bas du couvert forestier, c'est un moment de crise énergétique. Le bois coûte de plus en plus cher en Europe occidentale. Et donc, il y a tout un tas de débats sur le dépérissement des forêts, sur le renchérissement du chauffage, etc. Et l'argument du changement climatique va rentrer dans ces débats-là comme mode de manière de dire qu'il faut une politique de conservation forestière très forte. Je vais vous montrer cette image qui est, à mon avis, aussi impressionnante. C'est le frontispice d'un document, d'ailleurs, qui se trouve dans les archives près d'ici, près de la Pardieu, à la Bibliothèque municipale de Lyon. C'est une réponse à un concours qui est organisé par la Société royale des sciences de Lyon, qui est un concours d'efficacité énergétique. La question que pose la Société royale de Lyon, c'est de dire il faut faire des cheminées plus efficaces pour qu'à même quantité de bois, on ait plus de chaleur dans une pièce. Et la personne qui répond à ce concours-là met en scène le problème de la crise forestière, la diminution des forêts. Et ce qu'il explique, c'est qu'en coupant les forêts, en fait, on coupe le fil qui se trouve ici, qui maintient tout l'équilibre sur la Terre. Donc il y a vraiment cette idée que la forêt, les forêts et le déboisement, ça remet en cause cet immense cycle de l'eau qui assure finalement l'équilibre planétaire. Après la Révolution française, la question du changement climatique devient hyper importante parce que les gouvernements ultra-royalistes accusent les gouvernements révolutionnaires et napoléoniens d'avoir mal géré les forêts et d'avoir produit un changement climatique désastreux. En 1821, le ministre de l'Intérieur lance une grande enquête sur le changement climatique et la déforestation dans tous les départements de France. Ça lance tout un tas de débats et de réflexions sur le changement climatique. Je voudrais faire juste quelques remarques sur ces débats sur le changement climatique. Premièrement, il ne s'agit pas du cycle du carbone. Effectivement, il s'agit du cycle de l'eau qui est mis en cause. Deuxièmement, on avait déjà affaire à une pensée globale du climat, c'est-à-dire on pense qu'il y a des formes de connexion globale entre les phénomènes. Troisièmement, c'est pris en charge par des institutions centrales de l'époque. Ce n'est pas quelques huluberlus qui s'inquiètent du changement climatique. Là, vous voyez, c'est le ministre de l'Intérieur français. Et c'est aussi un débat qui est pris en charge par les savants, par les meilleurs scientifiques de l'époque. Vous avez Arago qui travaille sur cette question-là, Joseph Banks en Angleterre qui travaille sur ces questions-là, et on produit tout un tas de connaissances extrêmement importantes dans le cadre de ce débat sur le changement climatique. Par exemple, on invente la climatologie historique à ce moment-là, pour renseigner le changement climatique qui est peut-être d'origine anthropique, peut-être d'origine humaine, peut-être d'autres causes. On débat de toutes ces questions-là. Et par exemple, on invente la méthode des bancs de vendange, à étudier les dates de récolte du raisin pour faire du vin. Ça, on a des traces depuis le Moyen-Âge sur les dates des vendanges, et donc ça permet de renseigner le climat. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire dès les années 1820. Étudier aussi l'avancée des glaciers. Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, dans ce genre de débat-là qu'émergent des méthodes qui sont encore avec nous. Et puis, dernier point, la question du changement climatique est déjà perçue comme mettant en cause la trajectoire même de la civilisation. Parce que en coupant les forêts, on change le climat, on empêche potentiellement de nouveau de faire pousser des forêts, et donc ça peut enclencher un processus absolument irréversible. Cette gravure qui est tirée d'une revue qui s'appelle les Annales européennes, qui est spécialement dédiée à l'étude de la question du changement climatique et de la déforestation dans les années 1820, c'est une représentation de Babylone. Et la morale de cette gravure, c'est de dire, si les gouvernements européens ne prennent pas des mesures strictes de conservation forestière, alors on va aboutir au même résultat. Et c'est d'autant plus grave que toute cette pensée du changement climatique s'inscrit dans un cadre qui est profondément raciste, qui est de dire, quand on change le climat, quand le climat se détériore, ça détériore aussi les races humaines. Parce qu'on est dans un paradigme lamarckien, de Jean-Baptiste Lamarck, transformiste, où on pense que l'environnement, le climat, façonne très profondément les êtres humains. Que les différentes races, elles sont créées par les environnements qui produisent ces races-là. Et donc l'idée de ces gens-là, c'est de dire finalement, les orientaux ont mal géré leur environnement, de ce fait ils ont détérioré leur climat, et en retour ça a produit la propre dégénérescence de leur race. Donc, si vous voulez, c'est vraiment des grandes questions qui se posent à travers la question du changement climatique et de la déforestation à cette époque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le charbon, à ses débuts, c'était perçu comme une technologie verte, comme une technologie écolo,
qui allait nous permettre d'éviter justement la déforestation, de garder les forêts et de continuer à croître rapidement. Alors, ça ne veut pas dire que le charbon, ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Il y a tout plein d'objections contre l'utilisation du charbon. La première est d'ordre médical. Le charbon, ça sent extrêmement mauvais. Ça altère l'environnement au sens de l'environnement immédiat, de la qualité de l'air. Et dans la médecine de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, l'environnement est hyper important. On s'inscrit dans un cadre médical qu'on qualifie d'hippocratique, d'un médecin grec qui s'appelle Hippocrate, qui pense que l'environnement, c'est la cause des maladies, c'est la cause des épidémies, et c'est l'environnement qui façonne, je vous l'ai déjà dit, qui façonne les corps humains. Et donc la pollution liée au charbon est quelque chose de très problématique. En 1856, je me souviens de cet exemple-là qui est assez frappant. Vous savez qu'il y a le problème de phylloxéra, tout plein de maladies des plantes dans ces années-là. Et les paysans accusent la combustion du charbon, les usines, etc., les usines chimiques, de causer ces dégâts-là, parce qu'ils s'inscrivent dans ce cadre médical qui pense l'environnement comme quelque chose d'absolument essentiel et central. Le deuxième problème du charbon, c'est qu'on avait bien conscience que ce n'était pas une ressource renouvelable, qu'à terme, on allait en manquer. Il y a tout plein de textes de la fin du XVIIIe siècle qui disent « c'est bien le charbon pour sauvegarder les forêts, mais c'est que temporaire ». Et donc, à terme, ce qu'il faut, c'est faire du renouvelable. Il faut faire de la conservation forestière, parce qu'à long terme, il n'y a que les forêts qui peuvent nous permettre d'avoir de l'énergie. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point toutes ces craintes, finalement, elles vont être balayées par des modes de désinhibition, par des modes de réassurance, par comment on se donne confiance. Moi, c'est ça qui m'intéresse un petit peu dans cette histoire-là, c'est comment, finalement, on s'industrialise en dépit de ces critiques, en dépit de la connaissance des dangers. Par exemple, pour ce qui concerne les craintes médicales, c'est très facile de voir que dans les années 1830, au moment où l'industrialisation vraiment commence à démarrer à Paris, les médecins vont changer de doctrine. Ils ne vont plus dire c'est l'environnement qui est le déterminant de la santé des populations, mais ils vont expliquer à travers des statistiques précises que c'est en fait la richesse qui détermine la santé. Et donc, évidemment, ça donne un argument très très fort de dire l'industrie, ça sent peut-être mauvais, les bourgeois se peignent, etc. Mais à terme, ça produit un peuple plus riche et donc un peuple en meilleure santé. Pour ce qui concerne les ressources charbonnières, il y a une discipline qui a été fondamentale dans l'industrialisation, c'est la géologie. La géologie, au début du XIXe siècle, change de perspective. On dit qu'on passe à une perspective gradualiste, c'est-à-dire on pense que la Terre est très très ancienne. Elle a été façonnée par des causes actuelles qui ont un effet modeste sur les montagnes, sur l'orographie, le relief, etc., sur le très 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 long terme. On pense que la Terre a des centaines de millions d'années au début du XIXe siècle, alors que Buffon, fin XVIIIe, c'était seulement 75 000 ans. Donc on a une extension soudaine de l'âge de la Terre, et ça va donner un argument très fort pour les promoteurs du charbon, c'est de dire la Terre est relativement petite, mais elle est très vieille. Et donc elle a eu le temps d'accumuler, à travers tous ces âges anciens, des couches et des couches de charbon, puisqu'on sait que le charbon, ça vient de la végétation. Et c'est évidemment un miracle si on le découvre au moment où on n'a presque plus de forêt, et que c'est en Angleterre qu'on en trouve beaucoup, dans le pays le plus avancé économiquement. Donc ça donne un argument très très fort en faveur de l'industrialisation. Alors je vais maintenant conclure en vous disant deux choses. Pourquoi je pense que c'est important d'avoir cette histoire politique du CO2 ? Alors, premièrement, je pense qu'il faut vraiment sortir d'un récit commun de la crise environnementale, qui est de dire c'est une sorte de réalisation toute récente. On a soudainement pris conscience. Le nombre de fois que vous entendrez cette idée de prise de conscience, pour tout un tas de phénomènes d'ailleurs, c'est une notion qui est extrêmement dépolitisante. Parce que ça veut dire qu'en fait, bon, déjà auparavant, on est excusé, on n'avait pas conscience, ce qui est déjà très problématique. Et puis c'est très rassurant, c'est de dire une fois qu'on a conscience, on va agir. L'idée, c'est de dire finalement, pendant 200 ans, on a bousillé l'environnement sans s'en rendre compte. Maintenant qu'on a pris conscience, maintenant qu'on a des satellites et des savants qui étudient toutes ces questions, tout va bien se passer. C'est une sorte de soulagement assez lâche, à mon avis, comme si la prise de conscience annonçait une forme de rédemption. Et je trouve que c'est beaucoup plus dérangeant, finalement, de se rendre compte que nos ancêtres, les sociétés du XVIIIe et du XIXe siècle, ont bousillé l'environnement en toute connaissance de cause, et qu'elles se sont désinhibées, qu'elles ont réussi à passer outre ces craintes. Et d'une certaine manière, ce qu'on vit encore maintenant, c'est des formes de désinhibition. Pensez à toute cette affaire des quotas carbone, qui, depuis le protocole de Kyoto en 1997, était censé résoudre les questions d'émissions de CO2. Sous ce régime-là, les émissions de CO2 n'ont fait que croître.
La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important de disposer d'une histoire politique du CO2, c'est qu'actuellement, le discours sur ces problèmes-là est saturé par la notion de transition, par la notion de transition énergétique en particulier, avec l'idée qu'on va faire une transition énergétique. S'il y a une chose que l'histoire de l'énergie montre, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. Donc ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est quelque chose d'une ampleur historique absolument immense. Le but de la COP21, c'est de réduire les émissions de CO2 de 75% avant 2050 pour éviter de dépasser 2 degrés en 2100. Alors, ça, c'est les émissions de CO2. Vous voyez, elles font que croître à toute vitesse. Et à moins d'un changement assez inouï, c'est peu probable que d'un seul coup, la courbe change complètement de forme, si vous voulez, et redescende tout d'un coup. D'autre part, ce que cette courbe montre, une fois encore, c'est qu'il n'y a pas eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire ou au renouvelable. On n'a fait en fait que additionner ces sources d'énergie les unes sur les autres. On n'a jamais autant brûlé de charbon que maintenant. Le grand siècle du charbon, c'est évidemment pas le 19e siècle, c'est peut-être le 20e siècle, et j'espère que ce ne sera pas le 21e siècle. Récemment, il y avait tout un tas de débats sur une mine en Australie qui s'appelle la mine de Carmichael. Et on a beaucoup parlé parce que pour exploiter cette mine en Australie, il fallait percer la barrière de corail pour faire venir des bateaux pour sortir le charbon de ces mines. Dans un article, l'entrepreneur Adani, c'est un énorme conglomérat indien, expliquait que cette mine allait produire 60 millions de tonnes de charbon par an. Alors 60 millions de tonnes, ça paraît complètement abstrait, mais quand on regarde dans l'histoire, on peut trouver des référents, et ça donne un sens du monde énergétique dans lequel on vit. Le pic du charbon en Angleterre, c'est 200 millions de tonnes. C'est au début du XXe siècle qu'il l'atteint. Ça veut dire qu'avec une seule mine, et quelques centaines de mineurs, peut-être des milliers, je ne sais pas, mais en tout cas pas grand monde, l'Australie allait produire le tiers du charbon que l'Angleterre produisait à un moment où il y avait pas loin d'1 million de personnes qui travaillaient dans les mines en Angleterre. Voilà. Donc vraiment, le point important, c'est qu'on vit encore à une époque, avec des technologies du 19e siècle que sont le charbon. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a une histoire, on a en tête cette histoire politique du CO2, on voit que faire une vraie transition énergétique, ça ne peut pas se faire si on ne remet pas en cause une certaine partie des choix dont je vous ai parlé. Si on ne remet pas en cause des pouvoirs, j'ai beaucoup parlé des militaires par exemple, je pense qu'on sous-estime le rôle des technologies militaires, des formes de contrôle social, l'hédonisme consumériste, disons, la discipline par la promotion de la consommation. Si on ne met pas en cause ce genre de choix-là, il y a très peu de chances qu'on fasse une vraie transition énergétique. Et finalement, faire une vraie transition énergétique, c'est se libérer d'institutions répressives, donc l'armée, le système militaire-industriel, le consumérisme disciplinaire. Et ça peut être, en ce sens, une expérience émancipatrice. Je vous remercie pour votre attention. Un dernier slide. Ça, c'est si vous voulez plus de lecture. J'imagine qu'il y a un micro qui va circuler pour les questions. Oui, vous avez des micros qui circulent dans la salle, donc manifestez-vous pour poser des questions, réagir. Bonjour. Bonjour. Ici. Yann-Éric Bourgeois, je suis chercheur en anthropologie. Je vous remercie pour votre conférence qui était magnifique et c'était chouette d'avoir cet angle de vue qu'on n'entend pas souvent. Donc merci déjà pour ça. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous imaginez du futur, parce que ça fait partie de ce qu'on imagine de demain.
Savoir qu'est-ce qui peut, dans notre psychologie, changer cette transition, changer notre manière de faire les choses, en fait. Parce que moi, d'un point de vue anthropologique, en fait, j'explique que Homo sapiens, en fait, est mu par une force qui est liée à la peur de la mort. Donc, c'est ce qui nous anime et qui nous fait trouver plein de choses, plein d'ingéniosité. D'ailleurs, les plus grandes inventions sont souvent lors des guerres. Mmh. Et moi, j'imagine qu'on va peut-être passer de la peur de la mort à l'amour de la vie, mais ça, c'est un autre débat. Et moi, j'aimerais entendre votre vision des choses à venir, même si c'est toujours imprudent de deviner l'avenir. L'un des points de la conférence, c'était, à mon avis, justement de déglobaliser et de montrer que c'était pas lié à des facteurs anthropologiques. Voilà, à mon avis, c'est pas lié à des facteurs anthropologiques si la courbe des émissions de CO2 a cette forme-là. Et si on pense que c'est lié à des choses très profondes de type désir de consommer qui serait intrinsèquement naturel à l'humain, ou bien à des schèmes qui sont hérités de la modernité depuis toute l'histoire intellectuelle de l'Occident, au fait qu'on aurait séparé nature et culture, etc. Je pense que c'est des récits qui sont très fascinants, mais comme ça s'attaque à rien de très précis, c'est très difficile finalement de comprendre leur sens politique. Ça s'attaque un peu à tout et à rien en particulier. Donc, à mon avis, une manière de poser le problème, c'est vraiment d'essayer de regarder précisément d'où viennent historiquement les choix qui nous ont mis dans ce pétrin-là. Alors, pour le futur, je dirais que justement, peut-être qu'il faut arrêter de se poser la question dans le futur. Parce que, immédiatement, quand on pose ces questions de transition énergétique, on se focalise sur l'innovation. Ça va être la manière classique de penser ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut innover? Quelle nouvelle énergie, nouvelle source d'énergie il faut mettre en place, etc., etc. S'il y a un enseignement, disons à mon avis, important à retenir de l'histoire des techniques, c'est qu'on surestime à chaque moment l'importance de l'innovation. On est persuadé que le 19e siècle, c'est la machine à vapeur, ce n'est pas du tout le cas, par exemple. Et on sous-estime aussi, il y a un très beau livre d'un collègue anglais qui s'appelle David Edgerton, qui a écrit un livre qui s'appelle The Shock of the Old, et qui fait cet argument de manière magnifique et très convaincante. On surestime l'importance de l'ancienneté. Et je dirais que la crise climatique est la parfaite confirmation de sa théorie. Puisque le problème de la crise climatique, c'est qu'on a additionné des sources d'énergie les unes sur les autres sans supprimer les anciennes, finalement. Et donc, je pense que, à mon avis, une manière de réfléchir aussi sur le futur, c'est d'arrêter de se focaliser sur l'avenir, sur le futur, sur ce qu'on ne connaît pas, et regarder le monde technique tel qu'on le connaît, tel qu'il est maintenant. Voilà. Et imaginer qu'il faille retrancher des choses de ce monde technique. À mon avis, c'est une manière beaucoup plus pertinente et sérieuse de penser ce problème, plutôt que de faire entièrement confiance dans l'innovation technique. Voilà. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est quand on parle en ce moment de voitures électriques comme solution à tous nos problèmes de mobilité. Donc, c'est amusant, on voit bien à quel point un problème qui est le problème de l'organisation des villes, de l'extension urbaine, est retraduit dans une solution technique qui est, on a la voiture, le problème c'est qu'elle pollue, on va lui mettre un moteur électrique. Donc à chaque fois, on déplace le problème, puisque évidemment on sait que la voiture électrique pose aussi tout plein de problèmes environnementaux. Et donc on ne pose pas plutôt le problème en termes de, les villes, à quoi ça ressemble, comment il faudrait les réorganiser, comment on devrait recréer de la proximité entre lieu de vie et lieu de travail, etc. etc. Donc je dirais qu'une manière importante, à mon avis, pour penser le futur, c'est d'arrêter de se focaliser sur le futur et de regarder vraiment le présent de manière concrète. Moi, je suis là aussi, au milieu. Oui. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Moi, je voulais savoir, quand on parle d'émissions de CO2, généralement, on va toujours parler d'énergie. Oui. Mais j'ai appris récemment, et peut-être que vous pouvez me dire si je me trompe, mais on parle peu souvent d'agriculture intensive, et particulièrement de l'agriculture des animaux, alors qu'apparemment, ça serait 2 à 3 fois plus important que tous les transports sur ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Je voulais savoir si c'était volontaire de votre part. Alors, j'avais vu des chiffres assez différents de ce que vous dites, mais bon, il faudrait regarder d'où ça vient, etc. D'entendre les vôtres. Alors, oui, effectivement, là, je ne l'ai pas dit, mais quand je raconte cette histoire des émissions de CO2 au 19e siècle, en fait, je triche un peu, qu'à moitié, mais l'essentiel des émissions, en tout cas au 19e siècle, c'est lié à la déforestation, au changement d'usage des sols.
Il faut attendre les années 1900 pour que les émissions liées à la combustion des fossiles dépassent les émissions liées... Alors c'est compliqué parce que c'est des modèles, etc. C'est des calculs assez compliqués. Dépassent les émissions liées au développement de l'agriculture. Donc c'est vrai que la question de la production agricole joue un rôle important. Et donc aussi la question de la démographie, dont j'ai absolument pas parlé. Alors, sur la question de la démographie, c'est une question qu'on me pose assez souvent, à vrai dire, quand je parle de toutes ces affaires-là. La démographie joue un rôle dans ces émissions de CO2, hein, mais c'est pas un rôle important. Entre 1800 et 2000, la population humaine est multipliée par 7, la consommation d'énergie est multipliée par 50, et le capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty dans le Capital au XXIe siècle, par 134. Donc il y a tout un tas d'autres grandeurs qui croissent beaucoup plus vite que le nombre d'humains. Bon. Et puis pour la question de l'agriculture, en fait c'est la question de ce qu'on mange. Une fois encore, on pourrait imaginer donc il faut faire des choses innovantes, il faut faire que les vaches produisent moins de méthane, etc. On a des choses dans ce genre, mais de fait ce qu'il faut c'est d'abord manger moins de protéines animales. Voilà. Bon, je suis historien, là je répète ce que je lis par les collègues qui travaillent sur ces questions-là. Mais ce n'est pas l'agriculture en général, c'est une forme d'agriculture qui consiste par exemple à couper des forêts au Brésil ou couper la pampa en Argentine pour produire du soja qui sert à nourrir les animaux en Europe. C'est ce genre de choses qui est vraiment polluant. Ça ne répond pas vraiment à votre question sur les chiffres précis de l'agriculture, etc. Mais je ne crois pas que ça soit 2 fois supérieur au transport. Il me semble que c'est plutôt un peu en dessous des transports. Mais voilà. 30% de l'agriculture et combien ? D'accord. Ça m'étonne que ce soit que ça, parce que rien que l'avion, c'est 5%, et il me semblait que les voitures, c'était plus, plus encore. Les avions, c'est 2%, en fait. C'est 2% des émissions totales de CO2 mondiales. Les voitures, c'est 4%, donc on voit bien que si on passe de voiture pétrole, voiture électrique, ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Le transport par bateau, c'est 6%, et les transports de marchandises, c'est 4%, comme les voitures, en fait. Donc, on est à peu près à 10%, un peu plus de 10%, et l'élevage, c'est 30%, 30 et quelques. Et 80% de nos terres agricoles sont utilisées pour nourrir le bétail ou pour élever oui, voilà, le bétail. c'est ça le point important. En fait, avec des terres qui permettraient de faire des légumes et des fruits, ce serait que 2% de nos terres agricoles, donc on peut largement nourrir les 7 milliards d'humains. Une population de 10 ou 20 milliards d'habitants. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui. Tout d'abord, merci pour l'exposé. Je suis là. Je suis désolé. Deuxième rang. Deuxième rang. Voilà. Pour ce qui concerne la question de l'agir ici et maintenant, quel est votre point de vue sur les relations entre, d'une part, société civile, experts, scientifiques, chercheurs, et pouvoir politique? Pensez-vous qu'il est encore raisonnable de penser qu'il y a des batailles politiques à gagner? Et si oui, quelle est, selon vous, la responsabilité des chercheurs qui s'intéressent aux sujets liés à l'Anthropocène? Alors, vaste question. Comment dire ? Depuis les années 90, il y avait, à mon avis, un espoir important qui était un projet important qui était promu par des sociologues qui travaillaient sur ces questions-là, de démocratie technique. L'idée qui était de produire de la participation, de faire participer la société civile dans les choix technologiques, en termes de risques aussi. Il y a toute une école de sociologie qui a beaucoup travaillé ces questions-là. Et il me semble quand même que si on regarde ça d'un point de vue concret, à la fois politique et historique, on voit à quel point ces expériences-là ont très peu d'effet. À quel point ce qui est absolument dominant dans les trajectoires techno-scientifiques, c'est les grandes entreprises, c'est le marché, c'est les marchés boursiers, la valorisation des entreprises, etc. C'est ça qui finalement guide fondamentalement les choix technologiques.
Et donc, effectivement, repolitiser ces questions-là, c'est un peu la question que vous posez, c'est à mon avis sortir un peu de cette idée de consultation. On va consulter en cas de problème, seulement quand il y a un problème. D'ailleurs, le problème aussi, historiquement, ça, j'avais bien vu, c'est que souvent on a des procédures de consultation, mais ça arrive parce que la technologie est déjà là. Et une fois que la technologie est implantée, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Je vous ai parlé du gaz d'éclairage au début, c'est exactement un cas de ce genre. L'industriel qui s'appelle Powell, peu importe, construit son gazomètre. Tout le monde râle, tout le monde estime que c'est scandaleux, les voisins encore plus, mais beaucoup de Parisiens estiment que c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Il le construit dans l'actuel 10e arrondissement, près des Grands Boulevards, un quartier qui était très chic à l'époque. Donc il y avait des fortes résistances. Le gouvernement fait une enquête qu'on appelle de commodo in commodo, donc c'est une sorte de consultation. Il consulte aussi les experts, etc. Et puis il y a une telle réticence à remettre en cause tous ces capitaux qui ont été investis, que finalement on accepte le fait accompli. Et la norme même finit par légitimer le fait accompli et va accepter ces gazomètres énormes parce qu'il avait construit un gazomètre 10 fois plus gros que tous les gazomètres qui avaient été construits en Angleterre avant lui. Et je dirais que c'est un peu le même problème encore de nos jours. Il y a une telle réticence à remettre en cause des investissements, de la R&D, etc. Une fois que la décision, que la technologie est là, et souvent ces affaires de consultation, etc., ou de normes arrivent après coup. Donc il faudrait arriver à piloter beaucoup plus en amont les recherches et le développement. Mais disons que les tendances actuelles ne vont pas du tout vers ça, puisque au contraire, évidemment, la recherche, la R&D privée a un rôle beaucoup plus important que pendant la guerre froide, où il y avait encore des institutions de R&D publiques plus puissantes, quoi. Donc ça ne répond pas du tout à votre question sur le rôle du chercheur. Pour être honnête, je pense que ce n'est plus une question de recherche. Je veux dire, quand les éléments du problème sont connus, archi connus, la question des savoirs sur le changement climatique est maintenant tranchée et archi tranchée. Donc je pense que ce n'est plus vraiment une question de chercheurs. Voilà, c'est pas une question de prise de conscience, donc c'est pas une question de savoir. Voilà, j'aurais un peu tendance à dire que c'est une question d'organisation de la vie en société. Et là, les chercheurs n'ont pas forcément, c'est pas forcément leur expertise la plus forte, en tout cas la mienne. C'est une question de réorganiser les modes de production, de réorganiser les villes, de manger différemment, etc. Toutes choses qui nécessitent pas nécessairement des savoirs, mais plus des décisions, quoi. Ça répond pas à votre question. Je ne sais pas répondre à votre question si c'est celle-là. Bonjour. Oui. Au milieu de la salle. Je voulais déjà vous remercier pour la conférence, c'était vraiment extrêmement intéressant. Moi je travaille dans la transition énergétique, donc c'est intéressant de voir qu'en fait on n'a jamais changé d'énergie, on a juste accumulé. Donc c'est toujours intéressant de remettre les choses en perspective. Je voulais vous demander par rapport à la loi de transition énergétique, est-ce que c'est un vrai changement? Est-ce qu'on prend enfin les choses dans le bon sens en disant il ne faut pas juste changer d'énergie, il faut en fait il faut en fait considérablement limiter la consommation d'énergie, parce qu'il me semble que c'est un des trucs qui est dans la loi, c'est de dire qu'on va diviser par 4 la consommation d'énergie. Est-ce que c'est un mouvement qui avait déjà été fait à l'échelle d'un gouvernement? Est-ce que vous y croyez dans la mesure... est-ce que vous pensez que la loi aujourd'hui qui a été passée suffit là-dessus, ou est-ce qu'il faudrait un changement de modèle beaucoup plus complet? Est-ce qu'on prend les choses dans le bon sens ou pas? Alors, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Je sais plus si l'objectif, à quelle échéance il faut réduire la... Il y a un aspect que réduction de la consommation énergétique qui est effectivement la chose à faire, hein, ça c'est une évidence. Un collègue anglais historien qui a travaillé en termes quantitatifs sur la longue durée, sur ces aspects d'efficacité énergétique. Le problème de cette efficacité énergétique, à chaque fois, c'est qu'on la rapporte au PNB. Il faut réduire la quantité d'énergie pour chaque euro de PNB. Alors, deux choses. Bon, premièrement, si le PNB continue à croître, les efforts d'efficacité énergétique sont annulés par la croissance de l'économie. C'est ce qui s'est globalement passé au XIXe siècle. Hein. Il y a Jevons, le grand économiste anglais, avait bien expliqué ça à l'effet rebond. C'est-à-dire, plus les machines sont efficaces, plus on utilise de machines et finalement, plus on consomme de charbon. Puisque ça coûte moins cher d'acheter une machine, on a un équipement généralisé. Et donc l'effort d'efficacité énergétique finalement se retourne contre le but initial qui était de réduire la consommation. Alors, donc voilà, moi, quand on pose le problème en termes d'efficacité énergétique, ça peut aussi poser question. C'est-à-dire que
Et d'autre part, donc, ce collègue anglais expliquait aussi qu'à très long terme, en fait, il y avait une croissance de l'efficacité énergétique des économies, que c'était une tendance générale, que les machines étaient de plus en plus efficaces, et donc finalement les ambitions. Alors lui, il a beaucoup travaillé sur les ambitions anglaises, qui sont à peu près équivalentes aux ambitions françaises en termes de transition énergétique, et il expliquait que c'était pas si ambitieux par rapport à la tendance longue qu'on mesurait depuis les années 1880 d'efficacité énergétique, c'est-à-dire concrètement le ratio PNB sur énergie donc s'améliore en permanence, et les objectifs qu'on se fixe sont à peu près dans le même ordre de grandeur que ce qu'il estime depuis 1880. Voilà, ça permet de relativiser, à mon avis, cette focalisation sur l'efficacité énergétique. Ce qu'il faut, en fait, c'est organiser non pas une plus grande efficacité énergétique, c'est organiser une décroissance des fossiles. Enfin, je veux dire, il faut vraiment poser les choses comme ça, quoi. Oui, excusez-moi. Oui, j'aimerais intervenir sur des sujets quand même qu'on a un petit peu mis sous le tapis, notamment lors des accords de Paris et les autres COP qui se sont succédés, à savoir d'une part la démographie, que Lévi-Strauss voyait, le grand ethnologue qui est mort, hein, voyait comme quelque chose de principalement la cause de tout ce qui sera dérèglement climatique, d'une part, puisqu'il y a une croissance. Il y a une croissance de notre consommation, une croissance au niveau alimentation. Donc ça, c'est un problème que les accords de Paris, que les COP ne veulent pas aborder, sujet tabou. Et d'autre part, quelque chose à la portée de tous et sur lesquels, là non plus, on ne fait rien, c'est l'alimentation. Car la problématique de l'alimentation en viande, bien sûr. en poisson, avec 7 milliards, bon, là, on va droit dans le mur, ça tout le monde le sait. Bon, il y a des chiffres parlants. Paraît-il, en mangeant un steak, c'est comme si on faisait 350 km en voiture. Je ne l'invente pas, ça a été dit. Pour faire produire 1 kilo de viande, il faut 10 000 litres d'eau. Donc la problématique, elle est à la fois démentielle, mais aussi, on peut dire, elle est à la portée de nous tous. Diminuons la viande, stoppons-la. D'autre part, la France, elle fait l'inverse. Pourquoi ? Parce que sa politique agricole actuelle est basée sur l'exportation. Ce qui veut dire que même si vous diminuez en France, actuellement on exporte, et on le voit, et on industrialise un maximum toutes les fermes actuellement. On a des productions, des projets de 10 000 porcs en Bretagne. On a des veaux qui vont être entassés dans la Creuse. On a une multiplication, et ça je tiens à le dire, de tous les élevages actuellement au nom de l'exportation. On multiplie les moutons et tout ce qui est élevage dans les Pyrénées. Du coup, il y a un problème avec la biodiversité. L'ours, il n'a plus sa place, le loup n'a plus sa place. Et je pense qu'il y a un gros problème qu'on ne veut pas mettre en exergue en France et qui se pose au niveau mondial, c'est le libre-échange et l'exportation. On ne doit pas exporter l'alimentation, mais on doit avoir une souveraineté alimentaire. Et ça me semble élémentaire si on veut être viable dans tous les pays. Voilà. Alors, sur l'alimentation, rien à ajouter. Sur la démographie, une fois encore, il faut vraiment faire attention quand on pose le problème comme ça. Un article montrait aussi, par exemple, que les pays où il y a une forte croissance démographique, c'est pas là où les émissions de CO2 croissent fortement. Et les pays où la démographie est tâtonne, comme la Chine, c'est là où les émissions de CO2 croissent vite. Donc il y a une forme de déconnexion quand même entre la démographie et les émissions de CO2, tout simplement parce que quand vous êtes pauvre dans un pays pauvre, vous émettez extraordinairement peu de CO2 comparé à si vous êtes riche dans un pays riche. Le rapport est de 1 à 1000 au moins. En fait, c'est très difficile à quantifier à tel point il y avait un écart. Donc voilà, c'est pour ça que la question de la évidemment, on serait qu'1 milliard, tout serait beaucoup plus simple, mais le problème c'est plutôt la manière dont on consomme que le nombre qu'on a. Voilà, c'est ça le... Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour votre conférence, c'était super sympa. Beaucoup de connaissances. Moi, je suis déjà pas mal sensibilisé hein, parce qu'en fait, je suis coprésident d'une association qui fait du développement durable au sein de mon université. Donc, on réalise des plans qui ont attrait à cette grande question en fait, qui est le développement durable dans notre université. Donc les problématiques par rapport à l'urbanisme, la consommation, le rôle du consommateur, etc. Ça m'intéresse vraiment. Vous avez parlé d'irrationalité de la technologie. Du coup, quelle technologie pour avoir un mix énergétique efficace et durable ? Est-ce que c'est le solaire,
Est-ce que c'est la turbine hydraulique? Est-ce que c'est l'éolien? Aussi, je voulais avoir votre avis personnel sur le nucléaire, sur la fission, sur la fusion. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors, en tant qu'historien, j'ai aucun avis intéressant personnel sur ces questions-là. C'est des questions qu'il faut poser à des ingénieurs nucléaires, à des énergéticiens, etc. Donc, c'est pas du tout mon domaine d'expertise de vous dire il faut aboutir à tel mix énergétique. De ce que j'ai lu, les énergies renouvelables, sur le papier, ça paraît formidable. Et puis, en fait, quand on regarde la masse de matériaux qu'il faut pour assurer une transition énergétique à consommation d'énergie constante avec des renouvelables, c'est absolument faramineux. Il y a un livre récent de Guillaume Pitron sur les terres rares qui est vachement intéressant. Et il donne à un moment ce chiffre que si on voulait remplacer tout le pétrole, charbon, le gaz qu'on consomme par du solaire et de l'éolien, il faudrait extraire plus de métaux dans les 20 prochaines années que tout ce que l'humanité a extrait de métaux dans son histoire. Donc c'est vraiment des masses absolument gigantesques. D'autre part, ces technologies vertes reposent sur donc l'électricité et donc sur des aimants par exemple les éoliennes, il y a besoin d'aimants pour produire de l'électricité. Et ces aimants, c'est du néodyme, c'est des terres rares qui sont très très polluantes à extraire. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y en a sans doute en fait beaucoup. Par exemple, on les extrait essentiellement à Baotao, c'est une ville dans l'ouest de la Chine, mais il y avait une mine qui était très importante dans Mountain Pass dans l'Arizona qu'on a arrêté parce que ça polluait trop, etc. Donc c'est pas tant le problème de la ressource, le pic si vous voulez, mais le problème c'est que c'est très polluant, donc ça pose tout un tas d'autres problèmes environnementaux qui sont pas forcément climatiques, mais qui sont très polluants. Les panneaux solaires. Il y a des études sur tout le cycle de vie, mais une fois encore, moi je lis ça comme vous, sans doute même moins bien que vous, mais il y a tout un tas d'études sur le cycle de vie complet du panneau solaire. Si le panneau solaire il est produit en Chine avec des centrales qui sont dans une économie qui est alimentée essentiellement par des centrales au charbon, c'est pas terrible du tout en fait ces panneaux solaires. Donc voilà, il faut vraiment regarder la chose dans sa généralité, dans sa globalité, avant de dire il faut absolument faire une transition énergétique vers les renouvelables. Et de ce que je comprends, pour imaginer ça, il faudrait d'abord considérablement réduire la dépense énergétique pour ensuite peut-être mettre des renouvelables à hauteur d'une consommation énergétique qui aurait très diminué. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais franchement, je ne suis pas sans doute moins compétent que vous sur ces questions si vous travaillez là-dessus à l'université. Et sur le nucléaire, pareil, j'ai un avis de citoyen, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez entendre aujourd'hui. Deux choses. Bon, premièrement, l'énergie nucléaire, en France, c'est important, mais dans le reste du monde, c'est très peu important. Au niveau global, c'est quelques pourcents du mix énergétique global. Et donc, pour imaginer subvenir aux besoins énergétiques avec le nucléaire, il faudrait faire vraiment une orgie de construction de centrales nucléaires, ce qu'on ne veut pas forcément faire. On ne veut pas qu'il y ait des centrales, je pense, dans tous les pays du monde, etc. Donc, ça pose tout un tas de problèmes et c'est évidemment pas une technologie qu'on peut globaliser comme ça, quoi. D'autant plus qu'il n'y a pas de solution sur les déchets. Donc, et ça, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est à quel point le programme électronucléaire s'est fait sans prendre en compte sa vulnérabilité. Quand vous voyez l'affaire de Tarnac, le fait qu'à Bure, ça va être compliqué de construire ce dépôt souterrain gigantesque de déchets, quand vous voyez à quel point une centrale est vulnérable face à une attaque organisée, etc. Je trouve que c'est ça qui me frappe, en fait, c'est le côté très, très finalement peu prévoyant de ce mouvement électronucléaire qui ne se posait pas ce genre de questions, visiblement, dans les années 70, quoi. Y aurait-il une dernière question ? C'est quoi ça ? Pardon, je ne veux pas phagocyter ta conférence. À nouveau, je fais beaucoup de conférences comme ça et j'entends beaucoup de peur. Souvent, on entend est-ce qu'on va pouvoir nourrir tout le monde? Est-ce qu'on va pouvoir trouver des énergies qui vont nous permettre de passer ce siècle normalement en ayant des niveaux de CO2 plus bas?
En fait, il n'y aura pas de solutions qui vont venir de la technologie. Faut pas attendre ça, puisque si on veut atteindre le pic passer en dessous des 2 degrés d'ici 2050, ça veut dire diviser par 6 notre taux de CO2. Ça veut dire diviser notre PIB par 6. C'est impossible. Hein. Faut vous le dire tout de suite, n'attendez pas des gouvernements quoi que ce soit. Les solutions, elles vont venir de chacun de nous. Et ça veut dire notre manière de consommer, notre manière de vouloir avoir du confort, notre manière de nous déplacer, évidemment de manger de la viande ou pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir vegan, extrémiste tout de suite, mais ça veut dire qu'on doit prendre notre responsabilité chacun et changer notre mode de consommation. Si on attend de la technologie, des Chinois ou de je ne sais-je quelque chose, ça n'arrivera pas. C'est chacun d'entre nous qui devons faire quelque chose. Et pour ça, il faut calmer nos peurs et avoir confiance dans l'avenir. Il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui sont dans des associations, qui sont plein de projets qui sont bénéfiques. Il faut croire en tout ça. L'être humain est magnifique. Il vient d'un processus très long. Et il faut avoir confiance en l'être humain. Il y a du bon dans chacun de nous, je vous l'assure. Je le constate régulièrement dans toutes les personnes que je rencontre. Donc il faut vraiment croire en ça et ne pas se laisser guider par nos peurs. Voilà, pardon, je ne voulais pas faire trop long, mais... Pour revenir sur la question de la peur... Quelque chose de positif. Pour finir sur la question de la peur, je pense que le gros problème du changement climatique, et de cette question de l'effondrement en général, c'est que en fait, c'est effectivement une peur de riche, quoi. C'est-à-dire la question du pic du pétrole, etc., qui était très mise en avant dans les 70. On se rend compte qu'avec la question du changement climatique, on va heurter le mur climatique beaucoup plus vite que le mur des ressources. En gros, il y a beaucoup trop de charbon, de pétrole et de gaz pour bousiller plusieurs fois la planète, si vous voulez. Donc la question du changement climatique, il faut la sortir, à mon avis, de l'anxiété occidentale, de l'effondrement. Soit dit en passant, c'est à chaque fois les sociétés les plus riches qui cultivent cette anxiété. Hein. L'Angleterre, au moment de Jevons, est persuadée qu'elle va se heurter à l'effondrement lié aux ressources de charbon à moyen terme. Elle est au sommet de sa puissance, en fait. Les États-Unis, dans les 50, ils sont aussi pris dans une sorte d'angoisse malthusienne sur le manque de pétrole, de ressources, etc. Ils sont à un moment de domination absolue de l'économie mondiale dans les années 50. Bon. Donc, à mon avis, cette question de l'effondrement, c'est quand même, il y a un aspect qui est vraiment lié aux sociétés les plus riches. Or, le problème du changement climatique, c'est d'abord une question de justice au niveau global. La chose absolument épouvantable en fait que le changement climatique signifie, c'est que c'est les pays pauvres, les pays qui se situent dans les zones tropicales qui vont en pâtir le plus et le plus vite et qui en pâtissent déjà en vérité, alors qu'ils sont très peu responsables de la crise climatique et que les pays du Nord, certains vont souffrir. Je ne sais pas, autour du bassin méditerranéen, il va y avoir sans doute des problèmes de sécheresse, etc. Je pense qu'il y a des problèmes sérieux qui vont se poser, y compris pour la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais par exemple, la Suède, la Norvège, la Russie, par exemple, est sans doute l'une des gagnantes du changement climatique. Il y a un bouquin vachement intéressant de Jean-Michel Valentin ça s'appelle Géopolitique d'une planète déréglée, et il explique à quel point il y a en ce moment une ruée et des investissements faramineux, souvent avec des capitaux chinois, dans l'exploitation des ressources du nord de la Sibérie, l'exploitation du gaz en particulier, un immense gisement de gaz qui s'appelle le gisement Yamal, où Total a d'ailleurs mis ses billes aussi là-dedans. Donc voilà, il y a aussi des gagnants du changement climatique, il y a aussi beaucoup de perdants, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le poser, pas en termes d'effondrement total et complet de la civilisation. Ça, c'est une mauvaise manière de poser le problème, à mon avis. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur, mais il faut regarder les choses de manière très concrète, qui va souffrir, qui va en pâtir, qui va en gagner, et penser politiquement dans ce cadre-là, quoi. Oui. Oui, je voudrais simplement savoir, par rapport à la théorie de Timothy Mitchell sur le lien entre démocratie et pétrole, moi, je trouve son argument assez convaincant. Enfin, je trouvais son hypothèse très stimulante. Mais j'ai simplement entendu dire, de la part d'une historienne de l'environnement, qu'il y avait un débat au sein chez les historiens, comme quoi, elle avait l'air de dire que c'était totalement faux, et que ces arguments n'étaient pas fondés. J'étais assez surpris et je voulais simplement savoir quelle était la teneur du débat.
Alors, j'ai pas entendu de contre-argument très fort et structuré contre sa théorie, qui est intéressante. Enfin, c'est pas non plus une théorie dont on débat énormément parmi les historiens, mais on peut avoir des objections. Alors moi, des objections, j'en ai. Par exemple, le pétrole a été la source de mouvements sociaux importants. Pensez au Mexique. Le nationalisme mexicain dans les années 30 avec le président Lázaro Cárdenas, ça se fondait sur les travailleurs du pétrole. Donc on peut mobiliser quand même les travailleurs du pétrole, ça a existé dans l'histoire et c'est au moment où le gouvernement mexicain chasse les Américains et les Anglais qui possédaient l'essentiel des ressources pétrolières mexicaines. Donc il y a des mouvements sociaux qui existent autour du pétrole. Donc ça serait une objection possible. Mais bon, je pense quand même qu'il y a une différence entre ça et l'organisation des syndicats de masse avec les grandes fédérations de mineurs qui existent dans la roue, enfin en Allemagne, en Angleterre, en France, où on a vraiment des syndicats de masse qui sont mis en place. J'ai un petit peu travaillé sur l'histoire du sabotage récemment et j'ai été frappé de voir en 1910-1911, il y a un immense débat sur le sabotage en France. Et on en parle dans les journaux, c'est une question... Enfin, il y a un congrès des syndicats des cheminots qui est tenu à Belleville, à Paris, en 1911. Les journalistes viennent et les cheminots discutent ouvertement de est-ce que le sabotage est un moyen légitime d'action de revendication sociale. Et alors, ils finissent par dire non. Donc c'est la ligne... jaurétienne, on va dire, parce que Jaurès était contre le sabotage qui l'emporte. Et donc, le sabotage n'est pas utilisé comme un moyen légitime, mais en tout cas, il y avait vraiment cette perception que le monde technique de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, donnait un immense pouvoir aux ouvriers. Par exemple, l'électricité. Le premier système électrique, il y a un syndicaliste qui s'appelle Émile Patot, qu'on appelle l'été noir, parce qu'il est le chef des syndicats, du syndicat des usines électriques autour de Paris, et il organise des blackouts très fréquemment, et des fois c'est très clairement visé, il éteint le quartier où habite le chef du gouvernement ou tel politicien qui l'enquiquine, parce qu'il contrôle en fait l'approvisionnement électrique. Donc je pense que cette idée que le système technique est vulnérable à la fin du 19e siècle, c'est effectivement quelque chose qui est très présent dans les débats, qui est vraiment perçu comme ça. Donc, alors c'est vrai que Timothy Mitchell ne donne pas la preuve, le texte extraordinaire où on verrait les capitalistes se frotter les mains en disant avec le pétrole on a trouvé la martingale. Il ne le donne pas dans son livre, donc il n'a pas la preuve exacte du complot. C'est une théorie un peu complotiste quand même. Un autre contre-argument qu'on pourrait lui dire, lui proposer, c'est que le charbon est quand même quelque chose qui est aussi... Il dit en fait le charbon c'est une technologie nationale, c'est-à-dire en fait il faut concilier donc les ouvriers nationaux qui extraient le charbon. En fait, le charbon, dans tout plein de pays, c'est pas du tout une technologie nationale. On importe, par exemple, l'Italie importe des sommes faramineuses de charbon. 97% à la fin du 19e siècle du charbon italien est importé. La France aussi importe beaucoup de charbon anglais et belge d'abord, puis anglais. Jusqu'à 40% de son charbon est importé en France. Donc le charbon est aussi une technologie, enfin une énergie globalisée, quoi. Moins que le pétrole quand même. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a quand même raison. Le pétrole, à 70%, c'est quelque chose qui est échangé au niveau international. Donc c'est quand même une technologie qui effectivement donne aux industriels une forme d'autonomie vis-à-vis de leur force de travail nationale. Voilà. C'est pas vraiment un contre-argument. Enfin, j'ai pas de contre-argument très fort. Et donc quand je travaille sur les archives de la fin du 19e siècle, je trouve que ce qu'on voit, c'est vraiment un sentiment de vulnérabilité vis-à-vis du sabotage, du blocage, etc. Et merci pour cette question plus historienne, parce que je me sens plus à l'aise quand même pour répondre. Je voulais... C'est à nouveau moi au milieu. Oui. J'ai du mal à poser ma question tout à l'heure. Je voulais... Au-delà de l'efficacité énergétique oui. dont on a parlé dans la loi, et dont vous en avez parlé dans la conférence, on avait parlé d'efficacité énergétique pour renvoyer le pétrole au front et ainsi de suite. Est-ce qu'on a déjà eu des exemples dans l'histoire de la décision d'un pays, la finalité, c'est la réduction de la consommation? Alors, on n'a jamais eu de pays qui a décidé comme ça d'auto-saborder son économie en réduisant sa consommation énergétique. Par contre, on a l'exemple de pays qui, confrontés à des problèmes énergétiques, réduit de fait fortement sa consommation énergétique. Je vais vous donner quelques exemples. Après 1992, après la chute de l'Union soviétique, il y a deux pays qui ont été confrontés à de sévères problèmes énergétiques, c'est Cuba et la Corée du Nord.
parce qu'ils bénéficiaient de pétrole subventionné, très bon marché venant du RSS, et puis donc avec la chute de l'Union soviétique, ils se retrouvent un peu à sec. Et là, on a deux trajectoires très différentes. En Corée du Nord, c'est une vraie catastrophe. Il y a une famine épouvantable qui sévit parce qu'ils ont une agriculture qui est très demandeuse d'intrants, très énergivore, et une agriculture aussi... Enfin, ils font aussi le choix d'approvisionner leur système militaire. Puis on a l'exemple de Cuba qui est un petit peu moins inquiétant et un peu moins flippant, on va dire. C'est donc ce qu'on appelle la période est spéciale, une période qui a eu lieu entre 92 et les années 2003-2004, quand après ils ont eu du pétrole du Venezuela. Et Cuba a profondément transformé son économie, par exemple avec une forme de décentralisation. Par exemple, avant, il y avait une principale université à La Havane, et puis il y a eu tout plein d'autres universités qui ont été créées parce que les étudiants ne pouvaient plus se rendre à La Havane, un recours à la bicyclette, à la marche. Voilà, donc une agriculture plus organique, moins dépendante des énergies fossiles avec les engrais et les pesticides, etc. Donc on a l'exemple, et c'est assez considérable, ils ont réduit leurs émissions de CO2 de 40%, si je me souviens bien, j'avais regardé les chiffres quand j'avais écrit le bouquin, de 40% entre 92 et 95, quoi. Donc c'était vraiment massif. Mais ça a été assez dramatique aussi. Alors il n'y a pas eu de famine, mais le poids moyen des Cubains a baissé de 5 kilos. En moyenne, les Cubains ont perdu 5 kilos entre 91 et 2000, si vous voulez, fin des années 90. Et donc, il y a même des médecins qui étudient Cuba comme un terrain épidémiologique super intéressant. Il y a un article du British Medical Journal qui montrait que les maladies cardiovasculaires, le diabète et tout ça avaient vraiment chuté pendant la période spéciale parce qu'ils se nourrissaient de manière avec beaucoup moins de viande, etc., quoi. Donc voilà, on a alors ces deux exemples dans des pays autoritaires, donc c'est évidemment pas très chouette. Alors il y a la France des années 70-80 où on investit massivement dans le programme électronucléaire. On dépense 450 milliards de francs dans les années fin des années 70, début des années 80 pour construire des centrales. Donc c'est des sommes énormes pour l'économie française de l'époque. Et pourtant, les émissions de CO2, alors elles croissent moins vite que pendant les années 60, où là, c'est la gabegie, ça monte en flèche, mais ça continue à croître quand même doucement, de 1% par an, en gros, dans les années 70, fin des années 70 et années 80. Donc malgré le programme électronucléaire, les émissions de CO2 continuent de croître. Alors qu'on pourrait imaginer que c'est quand même une excellente manière de réduire les émissions de CO2, ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc après, on aurait l'exemple de la transition énergétique allemande, mais qui pour l'instant n'a pas du tout fait baisser les émissions de CO2, ça vous le savez sans doute, puisqu'ils brûlent davantage de charbon. En tout cas, ils brûlent autant de charbon que dans les années 2000. Eh bien, un grand merci, Jean-Baptiste Fressos, pour cette soirée. Merci de votre participation. Merci à vous.